17h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver nombreux. Nous espérons pour cette autre édition de votre programme, Le Grand Soir. Le Grand Soir avec une inclinaison fortement politique. Ce soir, nous allons revenir sur un moment majeur de la vie de la République. Nous allons révoquer l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 avec cette question: que sont-ils devenus? Que sont-ils devenus les 12? Peut-être apôtre, je vous le suggère, qui espérait justement être numéro 1 au Cameroun. Que sont-ils devenus les 11, puisque Paul Biya a gagné? Que sont-ils devenus à l'orée d'élections qui s'annoncent dans les prochains mois? On va essayer de s'interroger. Que sont-ils devenus? Peut-on dire qu'il y a eu des gagnants? Peut-on parler de perdants? Et comment est-ce que pour certains, ils espèrent revenir sur la scène? On ne sortira pas de la politique puisque nous allons justement revenir aussi dans la cuisine interne des formations avec cette question: comment est-ce que les militants de ce côté-là sont formés à l'heure où les démissions se multiplient, à l'heure où les querelles de leadership sont nombreuses, à l'heure où les interrogations fusent quant au positionnement idéologique des formations politiques au Cameroun? On s'interroge sur la formation. Et lorsque l'on interroge le microcosme politique camerounais, peut-on dire que cette formation-là et de qualité? On va s'interroger ensemble ce soir sur le plateau du Grand Soir. Lorsque le menu est annoncé, je l'espère alléchant, je prends le break et je reviens tout de suite après. Retour sur le plateau du Grand Soir, le Grand Soir 1h52 d'analyse, de réflexion, de stratégie sur l'avenir, sur l'actualité même politique au Cameroun pour ce qui est de cette séquence. Et pour nous accompagner, je l'ai dit durant ces 1h52, ils répondent déjà présents à l'appel, mais je vais faire honneur aux dames. La seule dame du plateau, Madame Marie-Jeanne Abega, c'est une femme politique qui désormais compte dans le marigot politique camerounais. Madame Abega, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Je salue les militants de l'UNDP sur l'étendue du territoire. Je vais penser au maire de Garo-Boulaye, au super maire de la ville d'Ngaoundéré, monsieur Bobo Saluo. Pourquoi ce sourire? Je ne vais pas oublier le maire de Bagno. Bon, je ne vais pas oublier les autres. Je vous salue vous tous, mes chers élus de l'UNDP. Merci Madame Abega pour ce sourire. Justement, vous serez là pour détendre l'ambiance si le décibel monte trop. Autre acteur politique sur le plateau, Maître Jean-Guy Zogo de l'Union des populations africaines, le parti panafricain de Renaissance. Maître, bonsoir. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir à mes co-discutants que je retrouve avec beaucoup de plaisir. Je salue amicalement l'équipe technique que les gens ont tendance à oublier mais qui s'affaire à nous permettre de diffuser le panafricanisme authentique à travers le monde. Toute ma déférence aux populations camerounaises qui nous font le retour à travers les réseaux sociaux de ce que le travail que nous abattons au quotidien n'est pas vain. J'envoie mes ondes les plus positives aux militants de l'Union des populations africaines de Nkole Basimbi, une unité qui est en cours d'installation en août prochain. C'est dans le département de la Léquié, arrondissement de Sarre, parce que l'Union des populations africaines entend effectivement gérer la mairie de Sarre dans les prochaines années. Merci pour votre invitation qui témoigne de la confiance de Nouvelle d'Info TV à l'Union des populations africaines. Merci Maître Jean-Guy Zogo. Autre acteur politique sur ce plateau, le docteur Jean-Moïse Mbok. Il aura peut-être l'opportunité de nous dérouler en primeur, en grandeur nature, son orientation et son inclinaison politique. Mais désormais, la casquette politique est celle qui l'honore en premier. Bonsoir docteur. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir à tous les Camerounais d'ici et surtout ceux de la diaspora qui nous suivent de manière très particulière. Merci pour l'invitation et j'ai envie également de saluer
non seulement le top management, mais les équipes techniques, parce qu'il faut rappeler quand même que quand on parle de politique, on parle de communication. Oui. Quand on parle d'élection, on parle de communication. Et s'il y a un acteur qui a réellement marqué le monde, j'ai envie de dire comme ça, c'est les médias qui ont été 100% à la hauteur de ce qui était attendu de manière très impartiale, parce que tous les acteurs politiques ont communiqué de la même manière, avec le même temps, la même énergie, la même possibilité. Et le grand gagnant pour ma part aujourd'hui de l'élection présidentielle 2025, ce sont les médias camerounais. Bravo à vous, c'est l'opportunité pour moi de vous réitérer notre gratitude, nous les hommes politiques, parce que sans vous, nous n'existons pas véritablement. Merci Jean-Moïse Mbok. Il faut dire que durant cette campagne, nous, Info TV, nous vous avons quasiment accompagné au quotidien. Nous avons relayé le message qui était le vôtre, mais surtout l'orientation idéologique de celui dont vous portiez la parole il y a quelques mois. Comment il va? Bon, j'ose croire qu'il va bien, parce que... On parle bien d'Issa Tchilombo Bakary. Tout à fait, j'ai quand même certaines informations de ses sorties. Maintenant, lui-même, je ne sais pas. Je ne peux que lui souhaiter qu'il se porte bien. Mais mieux encore qu'il rentre même au Cameroun, parce que le Cameroun a besoin de sa touche, de son impact, mais surtout de son calme, de sa tranquillité, de sa paix. On a besoin de construire le pays avec toutes les forces vives, et il en fait partie. Alors, c'est pas un call Jean-Moïse Mbok, mais la polémique enfle sur les médias et dans certains espaces. Où se trouve-t-il, Issa Tchilombo? Non, je ne pense pas que la question soit où se trouve-t-il. La question plutôt est qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est-à-dire qu'il soit en Chine, qu'il soit en Gambie, qu'il soit aux États-Unis, qu'il soit même à Etoudi. La suite, c'est quoi? C'est-à-dire que... Etoudi derrière le palais? Derrière le palais, naturellement. Une fois qu'on a retrouvé ses traces, what next? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le what next. C'est-à-dire que la polémique d'après-élection, c'est déjà derrière nous. Nous sommes dans une dynamique de construction nouvelle et il ne faudrait pas qu'on se mette à regarder le doigt. Regardons la lune qui nous est montrée. Merci Jean-Moïse Mbok. Autre acteur politique, lui, il nous vient de l'UDC, c'est le conseiller municipal Bouba Aboubakar qui répond président. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs. Bonsoir à tous les co-discutants. Bonsoir. Je profite pour dire un bonsoir particulier aux élus de mission et d'action qui, le week-end, ont tenu une conférence de presse à l'hôtel des députés pour dérouler tout ce qu'ils font à l'Assemblée nationale. Entre autres, ils ont présenté beaucoup de lois, des propositions qui ont été faites au gouvernement, à l'Assemblée nationale. Entre autres, par exemple, il y a deux qui m'ont marqué, moi particulièrement. Oui. Celle relative au statut des artistes. Oui, l'UDC a déposé une loi là-dessus, une proposition là-dessus, et l'autre qui demandait à ce que désormais les recteurs de nos universités d'État et les directeurs de grandes écoles soient élus. Voilà, l'UDC est en train de mener cette campagne. L'UDC pense que c'est les priorités des Camerounais, les statuts des artistes, les recteurs. L'UDC ne s'interpelle pas sur le défi énergétique, sur la vie chère, sur les questions sécuritaires. C'est le recteur qui a un problème à l'UDC? À l'UDC, le plus important, c'est le quotidien du Camerounais. Oui. Mais actuellement, l'Assemblée nationale siège. Il faut faire des propositions. Voilà pourquoi ces propositions ont été faites. Déjà, pour l'actualité de ce qui se passe dans nos communes, par exemple, nous gérons plusieurs communes dans le pays. Oui. La priorité. Et ce sera bientôt l'heure du bilan. Voilà. Nous n'attendons pas le bilan. Le bilan nous importe peu. Ce qui est important pour nous, c'est le quotidien du Camerounais. Pourquoi? Parce qu'à l'UDC, nous mettons l'être humain au centre de nos préoccupations. Il faut réfléchir sur le quotidien, le panier de la ménagère. Voilà la préoccupation majeure de l'UDC. Merci, monsieur le maire, pour la présence sur ce plateau. Cher monsieur, chère dame, qui nous regardez de par le monde, vous en avez désormais l'habitude. En introduction du grand soir, Romaric Wafeu est là pour son exercice favori. Vous délivrez la quintessence des médias, des journaux parus en kiosque au Cameroun. Romaric, bonsoir. Bonsoir Stéphane Baga, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs d'Info Télévision, la télévision de proximité et du vivre ensemble. Permettez-moi d'adresser également mes salutations à votre panel brillamment constitué. Je suis également ébloui, content
d'assister à une sorte d'ironisation dont fait montre le docteur Moïse Mbok, qui fait croire à l'ensemble des téléspectateurs que chercher Issa Tiroma Bakary, vous avez été attentif, chercher le réseau dans le sous-sol. Non, Issa Tiroma Bakary se trouve à Gambie. Ce n'est pas... Merci pour l'information. Il se trouve à Gambie. Voilà. Merci pour l'information. Si son ancien porte-parole même semblait dubitatif sur la question, vous avez la preuve qu'il est à Gambie. Dubitatif, effectivement, c'est une attitude politique. Moi, je suis journaliste. Voilà. Je parle des faits. Et répondez-vous à ceux qui déclarent l'avoir aperçu du côté des États-Unis? Je vous le dis, c'est pas moi qui le dis, c'est absolument lui-même qui le dit à travers l'ensemble de ses sorties. Il vous l'a dit? C'est également celle qui prétend être sa porte-parole officielle. Il en a changé. Je vais taire son nom ici. Voilà, je vais taire son nom. Et les signaux démontrent à suffisance qu'il est à Gambie. Docteur Moïse Mbok, et dans simplement le jeu politique, c'est tout à fait normal, c'est de son droit. Romaric, allons à l'essentiel. L'essentiel, effectivement, Stéphane Baga nous conduit justement en kiosque avec le tri hebdomadaire La Météo de Dieudonné Vin, qui a donc profité justement de jeter son regard dans une actualité aussi particulière. Nous sommes au cœur du recrutement à la gendarmerie avec les visites médicales qui sont justement annoncées pour le 13 juillet 2026 dans son numéro 1942. Dieudonné Vin reprend dans le communiqué du 4 juillet du ministre délégué à la présidence chargé de la défense Joseph Betty Assommo, qui annonce donc que dès lundi prochain 13 juillet débutent les visites médicales pour les candidats au concours de la gendarmerie. Vous pouvez donc le constater tout comme moi, l'image qui montre déjà les postulants qui sont prêts, sac en main. C'est donc la deuxième phase d'un recrutement très attendu par la jeunesse. Un autre journal, c'est le quotidien Informaton avec l'appropriation de Aigle des responsables administratifs qui sont en formation du côté donc de Kribi. Du 8 au 10 juillet donc dans cette ville, le ministère de la formation ou alors de la fonction publique et la réforme administrative, présidé justement ou alors dirigé par Joseph Lé, qui a lui-même présidé le séminaire sur le logiciel Aigle, avec pour objectif majeur former les responsables administratifs pour mieux gérer les ressources humaines de l'État. Actualité donc traitée en page 2 et 3 par la rédaction centrale du quotidien Informateur de Dieudonné Vin dans sa parution de ce jour. Le quotidien gouvernemental de Marie-Claire Nana revient justement et nous conduit à la chambre basse du Parlement avec le Parlement francophone, plaidoyer pour la paix. L'ouverture, c'était donc hier, ici dans la capitale politique Yaoundé, la 51e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le bureau invite les parlements, justement membres, à œuvrer pour le multilatéralisme et même le multilatéralisme et surtout lutter également contre les changements climatiques. Voilà quelques sujets qui sont à l'ordre du jour et au cœur des discussions justement du côté de l'Assemblée nationale depuis quelques heures. Expression politique et parle de ces rumeurs de putsch à la CIAC TV et secret du tribunal criminel spécial et tout dit qui est au cœur d'un feuilleton surréaliste. L'hebdomadaire qui évoque donc des rumeurs de putsch de ce côté et des secrets du TCS, une succession de scandales qui secouent le sommet de l'État entre manipulation de médias publics, convocation judiciaire et surtout déballage sur les réseaux sociaux. L'expression économique nous plonge donc au cœur de cette actualité dans sa parution de ce jour. Le messager de Fopius Ndiawe revient justement avec un grand une de pillage de l'or au Cameroun, la souveraineté qui s'évapore face au scandale minier. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, via son vice-président Tyriane Noah, promeut de porter la bataille au Parlement. L'objectif est assez clair à retrouver justement dans le journal Le Messager. Il s'agit de protéger l'or du Cameroun et le faire travailler pour le peuple. On peut justement retrouver l'honorable Nietzsche qui confond le ministre des Finances du côté donc de l'Assemblée nationale et même le ministre André Ayibi est ici qui dit donc non au faux décret présidentiel. Pour justement comprendre la pertinence de cette actualité, il faut parcourir les colonnes du journal Le Messager dans sa parution de ce jour. Et en ce qui concerne l'or, le Cameroun actuel revient justement sur les mines comme le nouveau carburant du développement. Yves Roger Tchatchoua, à travers justement sa parution, parle de ce budget 2027 avec les mines comme le nouveau carburant justement du développement. Nous sommes là face Stéphane Baga, la
volatilité du pétrole. Le gouvernement qui mise sur la ressource minière pour justement doper les recettes non pétrolières dès l'année 2027. Le ministre Fukalustus Gentry a présenté les réformes du secteur lors du débat d'orientation budgétaire. Et puis Cameroun actuel a donc choisi de nous plonger au cœur de cette actualité dans sa parution de ce jour. Le quotidien Réalité Plus de Paul Ngouaré Kindi parle de cette nomination d'un nouveau gouvernement et même d'un vice-président avec Michel Ange Anguin qui explique la longue attente. Nous sommes là au cœur de cette tribune du 6 juillet où l'ancien ministre explique que le président prend le temps de passer les renseignements au peigne fin avec pour objectif choisi des ressources humaines utiles et pertinentes pour justement poursuivre la construction nationale. Le morceau choisi justement de cette déclaration est contenu dans les colonnes du quotidien Réalité Plus dans sa parution de ce jour et tel que la première une l'indique justement Guibaï Gatama à travers l'œil du Sahel nous conduit donc dans la Diamaré avec la désignation du Lawan de Dorba sous haute tension. C'est en tout cas le titre choisi justement en grande une par ce journal. De l'autre côté, la nouvelle, je reviens avec une autre actualité majeure Dieudonné Vin, la saveur d'Amougou Belinga. Le sauveur. Le sauveur. Merci beaucoup Stéphane Baga d'Amougou Belinga. C'est le titre choisi par la rédaction centrale de Jacques Blaise Vier dans sa parution numéro 989 dans de ce mercredi. Le journal a choisi de revenir sur le rôle joué par Dieudonné Vin, oncle Etenga du Zomlois dans la convalescence du président directeur général du groupe L'Anecdote. Nous sommes là en 2022. Alerté donc à cette date, Dieudonné Vin a pris langue pendant 2 mois avec plusieurs bonbons chez les Bassa et de nombreux tradis praticiens. La démarche a commencé par les Zomlois Etenga dans le respect des codes ancestraux avec pour objectif, il fallait à tout prix Stéphane Baga soigner le président directeur général du groupe L'Anecdote à travers les voies traditionnelles. Une fois la santé recouvrée, le journal pointe donc une attitude jugée ingrate du président directeur général du groupe L'Anecdote. Au lieu de reconnaissance, ce dernier aurait donc fait convoquer Dieudonné Vin à la police judiciaire. Le sauveur qui a finalement échappé de peu à la prison après avoir remboursé un crédit obtenu donc à Vision Finance. La nouvelle a choisi d'établir le lien et s'interroge d'ailleurs si les mêmes Etenga ont pu par la tradition sortie dans le neveu d'un problème de santé, n'aurait-il pas aussi la solution miracle pour le sauver de sa posture actuelle? C'est une double interrogation justement qui trouve réponse en pages 2 et 3 du journal Nouvelle de Jacques Blaise Vier dans sa parution de ce jour. Nous sommes cette fois-ci dans la région du Soleil Levant avec Climat Social, l'hebdomadaire du directeur de publication Emmanuel Mbambambok Matip qui revient justement sur la cour d'appel de l'Est avec cette affaire qui révèle un magistrat accusé de 16 ans d'acharnement contre Mbambok Matip. La page 2 justement de ce journal en dit long sur la question et il dénonce d'ailleurs ce qu'il qualifie de persécution judiciaire de 16 ans contre son propre directeur de publication. Selon Climat Social, un haut magistrat serait donc à l'origine des poursuites. Il aurait envoyé Martinez Zogo, l'ancien chef de chaîne d'Amplitude FM en prison et traquerait Mbambok Matip depuis 2010 avec justement le même mandat de 2017. Il est question d'un homme qui a eu gain de cause en 2011. La cour a parlé. 14 ans après, on ressort un papier pour le jeter en prison. Le journal qualifie donc cela de justice, de règlement de compte et interpelle le président du Conseil supérieur de la magistrature. Depuis sa cellule, Emmanuel Mbambok Matip lance donc un cri d'alerte Stéphane Baga. Oui. Je suis diabétique cardiaque hypertendu. Je suis une personne handicapée, motrice, amputée des 2 pieds. Je marche avec une chaussure orthopédique, une prothèse et même 2 béquilles. Il révèle donc avoir été opéré du demi-pied malade 2 jours avant son enlèvement ici à Yaoundé, la capitale politique. Aujourd'hui, sans soins, sans suivi médical, sa vie est en danger. Voilà ce que révèle le journal Climat Social dans sa parution de ce matin et qui dit d'ailleurs que les organisations de droits de l'homme exigent sa libération immédiate pour soins. Climat Social se demande si la prison va-t-elle devenir sa véritable tombe. Et puis le drapeau de Carole Tamba parle du VIH
Cameroun avec 501 000 personnes qui sont touchées. Le journal note donc une vulnérabilité accrue des femmes, surtout dans les tranches 30 à 34 ans et 50 à 54 ans. Les régions les plus touchées sont ici évoquées par le journal. Il s'agit du nord-ouest, du centre et même du sud. Il faut parcourir la page 3 pour effectivement comprendre la pertinence de cette actualité. Et puis la lettre de la bourse revient sur la gestion des réserves de change avec la Banque des États de l'Afrique centrale qui se rapproche de la Banque populaire de Chine. La Chine, qui est désormais le premier partenaire commercial des pays de la CEMAC, la BEAC, veut corriger par là l'anomalie des règlements qui passent encore plus ou alors par plusieurs devises intermédiaires. De l'autre côté, pour sortir justement de cette revue de presse, Stéphane Baga, Expression économique parle des financements de l'économie avec la SIDEC qui mise donc sur la diaspora. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazo, a présidé le 7 juillet à Yaoundé la conférence de restitution du projet Diastev avec pour objectif visé par la SIDEC mobiliser les 650 milliards de francs CFA transférés chaque année par la diaspora camerounaise pour financer les investissements structurants. C'est l'actualité majeure à retrouver en page 2 et même 3. Un dernier journal, justement, un journal de dernière minute de Pascal Dibamou, le quotidien Econews, qui parle de cette étude de marché de la SIDEC avec justement cet objectif cerner les attentes de rendement de la diaspora camerounaise pour convertir l'aide familiale en outil de souveraineté financière. La caisse de dépôt et même consignation veut savoir à quel taux d'intérêt des expatriés accepteraient justement de confier leur épargne à long terme. Voilà l'actualité à retrouver à page 6, 7 et même 10 de ce journal dans sa parution de ce jour. Merci Romaric Waf pour cette abondante presse que vous avez brillamment relayée sur ce plateau. Preuve quand même qu'il y a un certain dynamisme dans le milieu et dans la presse camerounaise. Tout à fait, Stéphane Barga, les directeurs de publication sont à l'œuvre pour justement donner de l'information, mais alors l'information juste à leurs différents lecteurs. Nous ne faisons que notre devoir, c'est de dire en nos propres thèmes ce que ces directeurs de publication ont choisi de dire en leur thème. Question d'édifier la lanterne de l'ensemble des téléspectateurs d'Info Télévision. Merci une fois de plus, Romaric Waf, et à nous revoir très très bientôt. Au grand plaisir, Stéphane Baga, bon débat. Merci à vous, Romaric. Alors, Jean-Moïse Mbok, je me tourne vers vous, puisque nous allons de plein pied rentrer dans le cœur même de nos échanges avec cette présidentielle 2025 et cette problématique centrale. Que sont-ils devenus? On ne parle pas là des individus lambda, on parle des 12 acteurs principaux qui justement voulaient rencontrer la faveur et conquérir le suffrage des Camerounais. Jean-Moïse Mbok, qu'est-ce que cette élection vous a enseigné avant qu'on entre véritablement dans le fond? Ben écoutez, la première chose que cette élection m'a enseigné, c'est que les fondations de la vie politique camerounaise sont mauvaises. C'est-à-dire que se mettre en politique aujourd'hui dans le contexte actuel, c'est courir beaucoup de risques. Beaucoup de risques que nous avons finalement vus à la fin avec la crise post-électorale. Donc c'est la première leçon, c'est qu'il faudrait que les fondations soient revues. La loi 90 est aujourd'hui obsolète. Il faudrait qu'il y ait une réactualisation et des lois et des textes et même une certaine exigence sur la vie politique, que ce soit les partis politiques d'un côté et le parti politique principal qui dirige la nation, qui est le RDPC. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je me suis rendu compte qu'au Cameroun, la vie politique est très mal comprise par ceux qui n'ont pas voté, parce qu'ils ont estimé que c'était peine perdue. Ils ont cru que leur voix ne comptait pas. Et là, c'est un groupe de personnes qu'il faudrait aller chercher en leur expliquant pourquoi ils doivent s'impliquer forcément dans la vie politique. Sinon, cette direction du Cameroun aujourd'hui aura toujours une incidence parfois défavorable sur eux. La troisième chose que j'ai appris, c'est que la politique est très, j'ai envie de dire comme ça, on marche sur la corde rouge, la corde raide. Parce que ceux qui sont enfermés aujourd'hui, je crois qu'ils ont tout imaginé. Il y en a qui sont enfermés? Ben oui, il y a une crise post-électorale. Il y a des gens qui... Il y a une crise où il y avait... Nous sommes en train de sortir de la crise. Je veux le reconnaître. Vous sortez? Je veux le reconnaître. C'est-à-dire que tout ce qui était de l'opposition et qui, notamment le FSNC et d'autres partis politiques, ont eu des problèmes du fait d'avoir suivi une consigne contre laquelle moi j'étais allé, se sont retrouvés dans les problèmes. Donc, je ne peux pas ne pas parler d'eux, parce que la majorité, c'est quand même des gens que moi-même j'ai enrôlés dans la machine de la politique. Donc, la corde rouge se trouve justement au niveau du respect des institutions, du respect
du cadre normatif dans lequel on a accepté d'évoluer. Parce que si on va dans un cadre qu'on n'apprécie pas, on respecte les règles qui sont fixées. Soit on n'y va pas du tout, et là, on peut faire ce qu'on veut par ailleurs. Donc, le milieu politique, vous rencontrez aussi des gens, Madame Abega et toutes les autres personnes que j'ai rencontrées dans le milieu politique en termes de concurrents et parfois d'alliés sur la durée. C'est aussi des rencontres de vie, des rencontres intéressantes qu'on fait. Donc, vraiment, en résumé, ne pas faire de la politique, c'est une grossière erreur. Oui. Mais savoir faire de la politique avec méthode, avec tact, avec recul. Surtout savoir attendre son temps et sa saison. C'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai compris. Et finalement, le peuple camerounais n'est pas plus exigeant que ça. À ce niveau, au niveau des acquis, vous avez des regrets aussi, certainement, Jean-Maurice Mbok, lorsque vous observez qu'aujourd'hui, votre candidat est toujours hors du pays. On se rend compte que sa formation politique semble ne pas avoir un leadership clairement établi. Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous, à votre niveau, dans la formation politique qui était la vôtre, vous auriez pu faire mieux? On aurait tous pu faire mieux. Et moi, je crois que aujourd'hui, certains me donnent raison quand j'allais contre les orientations du président Tiroma. Les gens estimaient que j'étais désobéissant, mais c'est que j'ai pris le temps d'apprendre et de lire le contexte dans lequel on évoluait. Contexte qu'il a adoubé, il faut rappeler. Faut pas parler, on ne parle pas d'un étranger, on parle de quelqu'un qui a fonctionné dans le système, qui sait comment ça marche. Donc c'était même à lui de nous dire attention, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Le fait de l'avoir fait, je regrette qu'il n'ait pas écouté l'approche équipe qu'il a accompagnée au départ. Oui. Parce que je rappelle que les problèmes ont commencé uniquement à la fin de la campagne. Avant, on a mené une campagne excellente en tant que groupe, en tant qu'équipe. Avec beaucoup de ferveur. Avec beaucoup de ferveur. Donc c'est après, quand il fallait proclamer les résultats, et là aussi notre affaire d'attendre 15 jours, là c'est aussi bizarre. Alors, il faudrait que le système... avec vous, puisque acteur central, vous étiez... La deuxième place, vous y avez cru lorsque, justement, ou alors, que dis-je, la victoire tel que revendiqué plus tard par le candidat Chiroma, vous y avez cru qu'il avait effectivement gagné. Et qu'est-ce qui a motivé cette radicalisation qu'on a pu apercevoir avec, malheureusement, ces pertes en vie humaine constatées? Quand on entre en politique, il y a des lois, il y a des règles, il y a un cadre, il y a des normes. Si vous avez accepté qu'il n'y a qu'une seule instance qui proclame les résultats, ne venez pas dire autre chose après. Si à la base, on dit que c'est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats, qui suis-je pour venir donner un avis de plus, un avis péremptoire? Parce que les voix, on les compte, on les centralise, on les met ensemble. Il y a un ensemble de processus dans lequel, justement, et c'était une erreur, le FSNC n'a pas voulu aller. Il fallait aller dans le décompte, détail par détail. L'UNDP y était, d'autres partis politiques, l'UDC y était. Pourquoi le FSNC n'est pas allé? Donc vous voyez que quand vous ne réunissez pas les éléments qui peuvent défendre votre cause à la clé de la machine, il y a un sérieux problème. Jean-Maurice Mbok, on sort à l'heure du bilan. Qui pourrait porter, ou alors, porter le chapeau de la radicalisation du président candidat Chiroma? Bon, je ne crois pas à son âge qu'on peut essayer d'accuser quelqu'un d'autre que lui-même. Soyons sérieux. C'est pas un enfant. Il ne faudrait pas aujourd'hui qu'on vienne accuser quelqu'un autour. Il a peut-être commis une erreur d'appréciation d'écouter ceux qui ont lamentablement échoué en 2018 en essayant de créer le chaos et le désordre. Il a voulu écouter ceux qui en 2020 ont mis l'opposition dans les difficultés dans lesquelles l'opposition se trouve aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas voulu aller aux élections. Pourquoi il les a écoutés? On peut se radicaliser d'une autre manière en allant à l'Assemblée nationale. On prenait la deuxième place au calme, on allait à l'hémicycle, on allait à l'élection locale et c'est là qu'on allait monter nos muscles. Il a toujours sa place dans le marigot politique au Cameroun? Alors, n'étant pas le MINAT, je ne peux pas répondre de manière péremptoire à ces questions-là. Vous savez, la politique, et c'est là que je dis, il faut faire attention. Nous éduquons les peuples qui nous écoutent. Il n'y a pas un mot qu'on place, et je parle sur le contrôle des aînés, l'aîné qui vient d'arriver, il n'y a pas un mot en politique que vous placez au hasard. Parce que le cadre, vous êtes censé le connaître. Nous ne sommes censés ignorer la loi. Si vous avez accepté cette loi-là, respectez-la. Même si elle vous semble injuste, allez où vous pouvez la changer. Et je dis que le vrai pouvoir au Cameroun aujourd'hui, c'est à l'Assemblée nationale. Merci. Ce n'est pas à Etoudi. Pourquoi tout le monde veut courir à Etoudi? C'est là l'erreur de l'opposition en grande majorité. Et ça, j'assume ce que je dis. J'ai beaucoup appris.
j'ai forcément grandi, j'ai fait des découvertes excellentes. J'ai des gens en route, certains m'agressent, certains me disent des paroles méchantes, certains des choses difficiles, mais il y a aussi une ou deux personnes qui disent c'était bien ce que vous avez fait. Et ce n'est que ce que je retiens. Merci Jean-Maurice Mbok. Vous avez évoqué un aîné qui justement nous a rejoint. Mais quel aîné? Puisqu'il s'agit du docteur Pierre Balaguel Nkot, c'est le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, de UPC. Bonsoir docteur. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Vous allez bien? Je vais bien. J'ai été coincé par les embouteillages qui sont partout. C'est vrai que c'est pas difficile. C'est pas facile de nous rejoindre à pareille heure. Docteur, vous arrivez, je ne vous laisse même pas autant de souffler, vous arrivez au moment où justement est évoqué en ces lieux la présidentielle 2025 avec cette thématique centrale. Que sont-ils devenus? Mais je commence avec une faveur pour vous. Je vais vous demander qu'est-ce que vous, en tant qu'acteur politique de premier plan, avez retenu de cette élection-là? Vous avez perçu comme de l'engouement, vous avez perçu un recul de la démocratie au Cameroun avec justement toutes ces contestations post-électorales, ou alors tout simplement vous vous êtes dit on est dans la vie normale d'une république avec une élection, un gagnant, un perdant et peut-être des disparus? Ben écoutez Stéphane, en 91, 92, nous avons marché ici pour aller à la présidence. On chantait, on disait qu'on allait enlever le président pour lui, parce qu'on voulait le changement. Oui. Mais à cette époque, il n'y avait pas les droits de l'homme, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Mais on n'a pas tiré sur nous. On n'a pas tiré sur nous. Et ça c'est décevant. Que des années après, qu'on déplore les morts après une élection présidentielle. Ça veut dire qu'on a reculé. Moi, j'ai marché. J'étais chef de service dans l'administration centrale. Je vous ai dit plusieurs fois que je suis entré en politique en 1974. J'étais en classe de seconde. Oui. On a marché. On a fait un béret de sofa ici, on allait partout. On avait le carton rouge. On avait les cartons rouges, mais on n'a pas tiré sur les gens. Mais alors, lorsque vous le dites, c'est avec beaucoup de nostalgie, beaucoup de regrets. Oui, mais la faute à qui, docteur Balaguel? Est-ce que les politiques ont joué leur rôle? C'est vrai qu'on évoquera la formation un peu plus tard. Est-ce que vous avez joué votre rôle dans la formation militante et justement le vernis qu'on met à la démocratie, qui est celle d'accepter les résultats des institutions qu'on s'est même nous-mêmes choisis en tant que pays? Écoute, tout ce que vous faites dans la vie, ça se prépare. Pendant longtemps, nous avons dit qu'il faut changer le code électoral. Voilà. Et le problème, tous les problèmes qui arrivent là, c'est à cause de ce code électoral. Très bien, c'est ce que j'ai dit. Si nous allons encore aux élections législatives et municipales, avec ce même code électoral, on aura toujours des problèmes. Voilà. Avec ces mêmes institutions, on aura toujours des problèmes. Nous sommes tous à Cameroun, on a dit que pourquoi ne pas, au niveau des LECAM et au niveau des conseils constitutionnels, bon, pourquoi une seule personne peut nommer? Une seule personne peut nommer. On a dit que tout au moins, si on ne veut pas que les partis politiques entrent dans ces institutions-là, qu'on met tout au moins la société civile. Oui. Ça n'a pas été fait. Et lorsque ça on déplore les morts maintenant et les enfants. Nous sommes des vieux. Mais c'est dommage qu'on tire sur les enfants. On ne peut jamais accepter ça. Et on a dit, et vous, quel que soit ce que nous faisons, si le code électoral n'est pas changé, il y aura toujours des contestations. Alors, vous évoquez le code électoral, vous évoquez justement ces captifs de la présidentielle. Est-ce que l'UPC que vous représentez a de façon explicite prise position pour que ceux qui sont retenus encore contre leur gré dans les prisons soient libérés et que peut-être le code soit revu autant que faire se pourrait? Est-ce que vous avez communiqué sur cette orientation de la part de l'UPC? Ben, écoutez, il y a tellement de choses qu'il faut revoir dans ce pays. Qu'est-ce que nous sommes dans des partis politiques et il y a la loi sur les libertés publiques. C'est ce qui est écrit. Oui. Les libertés publiques. Mais la manière où ça fonctionne ici, là, on muselle les partis politiques, on les divise, ça veut dire qu'on ne veut pas de liberté publique. Heureusement que vous êtes là, le quatrième pouvoir.
Sinon, moi j'ai écrit plein de lettres à la présidence. J'ai écrit plein de lettres à la présidence. J'ai rencontré tout le monde. Que vous avez répondu, docteur? Ben, parfois rien. J'ai rencontré tout le monde dans ces pays, en dehors du président Paul Biya. Mais qu'est-ce que j'ai eu? Rien. On est tellement en train de reculer. Je peux vous dire ça, on est en train de reculer. Moi, j'étais dans les cartons rouges, j'étais là. Mais l'ambiance qu'il y a maintenant, c'est vraiment, c'est pas ce qu'on avait avant. Au moins, on sentait qu'on est dans notre pays. En 91, 92, on sentait qu'on est dans notre pays. C'est d'ailleurs pour cela que les résultats des élections législatives ont été ce que ça a été. Après, on a commencé à plafonner les 90%, les 70%. Lorsque vous allez dans une élection et vous commencez à dépasser le cap de 75%, il faut vous interroger vous-même. Merci, docteur Balaguel. Alors, on va revenir de façon plus ancrée sur ce qui nous réunit ce soir, Madame Abega. Vous, du côté de l'UNDP, vous étiez à l'élection, bien évidemment. On ne va pas revenir sur ce qui a précédé avec la démission du ministre d'État Belobouba Maïgari. Vous étiez actrice, on vous a vu. Qu'est-ce que vous avez retenu? Et surtout, quel est désormais le positionnement de l'UNDP qui, il y a quelques années, accompagnait la majorité présidentielle, était dans une alliance avec le RDPC, et aujourd'hui, qu'en est-il? Est-ce que le président Belobouba envisage toujours d'accompagner, ou alors il a définitivement rompu l'alliance? Je voudrais d'abord dire que oui, nous étions à l'élection présidentielle, nous étions parmi les 12 candidats retenus. L'UNDP a effectivement pris une part active à l'élection présidentielle, et il y a eu presque une tournée nationale, oui, du président national de l'UNDP en la personne du président Bello, son excellence Belobouba Maïgari. Ce que nous avons retenu, il y a d'abord eu la forte manipulation. La manipulation de la jeunesse. Les innocents ont été manipulés, ils ont été enrôlés dans ce qu'ils ne connaissaient même pas et dans ce qu'ils ne comprenaient même pas. Et aujourd'hui, on peut déplorer les conséquences. Comme les deux docteurs parlaient tout à l'heure, des enfants qui sont incarcérés, d'autres qui ont perdu la vie. Si on leur posait la question de savoir pourquoi est-ce que vous êtes dans les luttes, pourquoi vous êtes dans les casses, pourquoi vous êtes dans les brûlis. Oui. Ils ne vous diront pas pourquoi ils y sont. Ils vous diront... Alors, vous évoquez une manipulation, vous évoquez des casses. Qui aurait eu intérêt à manipuler la jeunesse? Je suis en train de m'expliquer. Allez-y. Donc, quand on pose la question à un bon nombre de ces enfants, s'ils étaient même électeurs, ils ne l'étaient pas. Nombreux n'avaient pas de CNI, nombreux n'avaient pas de carte d'électeurs, donc ils n'étaient pas les acteurs des élections. Mais on a plutôt pensé qu'il fallait utiliser la rue pour manipuler, et bon nombre de parents se sont retrouvés dans des problèmes. Ça, ce n'était pas la vision de l'UNDP pendant les élections, parce que l'UNDP, le président national n'a jamais autorisé même les discours de haine, la violence et tout. Il a toujours prôné le calme, la paix. Et autre chose que nous avons vu intervenir pendant ces élections, nous avons vu la force manipulatrice toujours des réseaux sociaux. La force manipulatrice des réseaux sociaux, où on peut peindre un leader politique, lui attribuer des noms, lui attribuer des fautes ou bien des crimes qu'il n'a pas connus, qu'il n'a pas commis, parce que nous en avons été victimes à l'UNDP, où on a taxé le président Belobouba Maïgari de traître. Mais quand il faut aller poser la question de savoir à celui qui dit Belobouba traître, mais il ne vous dira pas en quoi il est traître. Il ne vous définit pas le mot traître, parce que c'était une forte manipulation et c'était des tirs groupés justement contre la personne du président Belobouba. D'ailleurs, le directeur de campagne du parti du docteur Mbok l'a dit
sur les réseaux sociaux, il a dit que sa première mission lors de la présidentielle, c'était de détruire Bello Bouba. Et il dit, et je l'ai fait dès la première semaine. Donc ça veut dire que c'était une mission commandée. Mais quand je parle de mission commandée, je ne sais pas par qui. Maintenant, ce que j'ai aussi vu pendant cette élection, c'est quand je reviens dans le cadre sur la question des candidatures qui ont été déposées. Oui. D'abord 81 candidatures, ensuite 81 candidatures, dont 55 candidatures issues des partis politiques et 26 candidats indépendants. On comprend que quelque part, il y a comme une banalisation. Il y avait beaucoup de folklore. Il y a comme une banalisation de la fonction présidentielle. Donc, je crois que ces signaux sont interpellateurs. Pourquoi autant de déferlantes? Pourquoi est-ce qu'on dit il faut déposer le dossier? Je crois qu'il y a des préalables. Avant même qu'un dossier ne soit accepté au dépôt, on doit tenir compte de tous ces préalables. Sinon, ça devient de la fanfaronnade. Et c'est ce que nous avons connu pendant l'élection présidentielle. Maintenant, il y a autre chose. Et pendant l'élection présidentielle, comment un candidat peut proclamer sa victoire 2 heures de temps après la fermeture des bureaux de vote? Ça ne se comprend pas. Vous parlez de quel candidat? Le candidat du docteur Moïse Mbok, comment 2 heures de temps après la fermeture des bureaux de vote, un candidat s'autoproclame, il dit « j'ai gagné les élections ». Moi, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris comment est-ce que, quelle alchimie a-t-il utilisé pour centraliser ses résultats 2 heures de temps après, pendant que nous sommes dans un pays qui est organisé. Et c'est nous-mêmes, quand je dis nous, les Camerounais, qui ont accepté de donner le pouvoir au Conseil constitutionnel comme étant le seul organe habilité à proclamer les résultats. Tout cela est la résultante de quoi? C'est parce que à l'arrière-plan, il y avait déjà un plan pour faire le désordre. Parce que si ce n'est pas un plan pour faire le désordre, tu ne peux pas t'autoproclamer vainqueur d'une élection alors même que tous les procès-verbaux ne sont pas réunis. Je dis pourquoi que tous les procès-verbaux n'étaient pas réunis, parce que je connais l'état de nos routes. Pour partir d'un bureau de vote et au centre de centralisation des votes, je crois qu'il y a des gens qui ont dû rouler pendant 2 jours pour ramener les causes. Vous direz qu'il y a les... Madame Abéga, oui. Nous sommes 9 mois plus tard. Cela relève aujourd'hui de l'histoire. Oui, mais si ça relevait de l'histoire, si ce n'était pas important, vous n'auriez pas ramené le sujet sur la table. Moi, la question, c'est en fait, aujourd'hui, quelle est la position du président Bello sur l'espace camerounais? Peut-être le tir groupé dont il faisait l'objet il y a quelques temps, au temps de la campagne, c'était peut-être par rapport à l'ambiguïté de ses positions. À un moment, on a eu l'impression qu'il n'avait pas démissionné. On a vu un ministre de l'UNDP sommet lui aussi démissionner. On a vu un peu de tiédeur, pardonnez-moi l'expression, du président Bello quant à la poussée de la campagne. Peut-être c'était dû à cela aussi. Je veux savoir. Quand vous utilisez la tiédeur du président Bello quant à la poussée de la campagne, il fallait quoi? Est-ce que le président Bello devait porter les gants pour aller bagarrer? La campagne, ce n'est pas avec les muscles. La campagne, c'est la parole, c'est le discours qu'on tient et c'est la présence sur le terrain. C'est ce que le président Bello a fait. Il n'avait pas porté les gants et il n'avait pas formé une armée pour attaquer. Il ne parlait que de sa vision politique, il ne parlait que de ses objectifs. Il n'était pas là pour dire aller attaquer ou bien pour payer les soldats cybernétiques pour s'attaquer à un candidat. Ça n'a pas été fait à l'UNDP. Quand vous me demandez la position du président Bello après l'élection, mais l'élection est passée, vous voulez qu'il dise quoi? L'élection est passée, le résultat a été proclamé. On connaît le vainqueur. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que le président, qu'il vous donne la position par rapport à quoi après l'élection? L'élection est passée, on est passé à autre chose. L'UNDP suit ses missions sur le terrain en fonction du cahier de charges que le président national, je parle de la personne du président Bello, a prescrit à ses militants. Il y a plusieurs militants de l'UNDP qui ont été détournés parce qu'on leur a vendu du vent.
On leur a dit, si vous venez avec nous, voilà ce que vous aurez. Mais en retour, ils se sont rendus compte que c'était du vent qu'on leur avait vendu. Le président Bello, il n'a forcé personne à rester avec lui et il n'a chassé personne. Même ceux qui ont été armés pour venir, pour agresser certains ministres. En passant, je vais vous poser la question de savoir, c'est pas moi qui pose la question. Est-ce qu'il y a un texte dans les lois, dans la Constitution, qui dit que quand vous êtes militant d'un parti politique, comme votre président qui était dans le gouvernement a démissionné, vous devez démissionner. S'il y a cette loi-là présentée, c'est la question qu'il fallait poser aux militants qui avaient agressé le ministre en question. Non, puisque l'opinion publique a semblé penser que c'était une loi et que c'est ce qui devait être fait. Est-ce que le parti, l'UNDP de Bello Bouba Maïgari, était l'unique parti qui avait les ministres? Est-ce que le parti de Bello Bouba Maïgari était l'unique parti qui avait les députés à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il était le seul parti, l'unique parti en course qui avait les sénateurs? Donc les autres partis avaient les mêmes dispositions, mais l'acharnement c'était contre Bello Bouba Maïgari. Merci Madame Abega. Je m'en vais prendre l'avis de M. Bouba Boubacar. Lui aussi, il était du côté de cette présidentielle 2025. Madame la maire, Madame le maire Thomas Enundam était d'ailleurs, je crois, la seule candidate. Oui. Alors, aujourd'hui, 9 mois après, est-ce que du côté de l'UDC, on s'interroge sur cette énième échec, puisque ce n'était pas la première fois que vous, l'UDC, étiez dans la course pour étudier. Le président Damjoya lui-même, plusieurs fois, a été de la partie. Madame l'a suivi. Quelles sont les leçons que vous avez tirées de cette aventure Formule 2025? Oui, pour la Formule 2025, l'UDC, lors de sa convention qui avait lieu à Douala, la convention qui s'était tenue à Douala, le feu président Samuel Lebois, président du MP, avait déclaré lors de cette convention que l'UDC était le laboratoire de l'opposition camerounaise. Ce que nous avons retenu comme leçon en 2025, non, l'UDC a vu cela venir. Bien avant l'élection, à corps et à cri, nous avions revendiqué la révision du code électoral. Avec certains partis, y compris l'UPC, je passe sous le contrôle du docteur Nkot qui a travaillé avec nous, et d'autres partis, nous avions revendiqué un nouveau code électoral. Et en revendiquant ce nouveau code électoral, ce n'était pas pour gagner l'élection. Bien sûr qu'en allant, on va gagner. Mais pour nous, l'objectif principal. Pour l'UDC, l'essentiel était de participer. Non. De faire c'est pas ce que j'ai dit. Écoutez-moi s'il vous plaît, monsieur. Aller à une élection, c'est pour gagner. Mais on peut perdre. Mais en perdant l'élection, pour nous, il fallait que l'élection soit acceptée par tous les candidats. Oui. On voulait une élection paisible, acceptée de tous. Une élection où, au soir du 15, pendant qu'on fait les dépouillements, ou bien quand on a fini les dépouillements, que le vaincu ou les vaincus appellent le vainqueur pour le féliciter. C'était ça notre objectif. C'est possible au Cameroun? Oui. C'est bien possible. Connaissant nos contraintes logistiques, Madame Abega a relevé l'état des routes, problème de centralisation, des procès-verbaux et tout ça, c'est possible que 2 heures après... Pas 2 heures de temps après. Oui. Lorsqu'on a fini les dépouillements, même au niveau communal, il y a les tendances. On peut appeler le vaincu peut déjà appeler le vainqueur pour dire félicitations. Il y a une tendance. Même si c'est sûr. Monsieur Aboubacar. Non. Quand l'élection est saine, acceptée de tous, les règles de jeu sont acceptées par tout le monde. C'est clair, c'est propre, limpide. Parce que l'UDC ne voulait pas une crise post-électorale. C'était ça notre objectif, de réclamer à corps et à cri qu'on change le code électoral. Parce que pour nous, il n'est pas bon. Déjà, l'honorable Temano de Damjoya, qui est écrivaine, a un livre qu'elle avait dédicacé, l'élection bancale au Cameroun. Elle a démontré dans cet ouvrage, je vais vous l'offrir, qu'au Cameroun, l'élection est bancale. Il faut changer le code électoral. C'était ça, avant l'élection, notre cheval de bataille. Et beaucoup de partis politiques
nous ont suivis, on a travaillé ensemble. Oui. Mais, Vous êtes fiers du résultat de votre travail? ben, nous sommes, aujourd'hui, nous avons, le Cameroun donne raison. Parce que nous ne voulons pas de crise post-électorale. Je vous vous avez travaillé en amont de cette présidentielle avec certains acteurs politiques et l'élection a eu lieu. Est-ce que vous avez donc été fiers de votre travail? Non, nous ne sommes pas fiers. Vous avez échoué? On a échoué. Il faut le reconnaître, nous ne sommes pas fiers. Mais nous retenons une chose. Le code électoral n'est pas bon, il faut le changer. Il faut le changer parce que nous voulons une élection apaisée. Il y a des Camerounais qui ont perdu leur vie. Il y a des Camerounais privés de liberté. Non, ça ne nous honore pas. Oui. Tout à l'heure, le docteur a pris un exemple tout à l'heure. Il a pris les années de 91-92. Oui. Pendant que lui marchait ici, moi j'étais à Tchang à l'époque. Nous étions au Cameroun, tous les Camerounais étaient dans la rue. On marchait. Personne n'avait perdu de vie. Il n'y avait pas de mort d'homme lorsque nous marchions. Mais on régresse. C'est très grave. On régresse quand les Camerounais sortent. Quand on dit qu'il y a un parti de l'opposition qui se réunit demain, c'est une artillerie qui va sortir pour venir mater. Pour venir mater. Mais c'est regrettable que le Cameroun en soit encore à ce niveau. Non, c'est regrettable. Vraiment, nous sommes tous des Camerounais. Et le docteur Damoundam, je l'ai toujours dit, le Cameroun, c'est pour nous tous et par nous tous. Il n'y a personne qui est plus Camerounais que l'autre. C'est ça. Et nous aimons tout ce pays. Et si on voit bien, ceux qui aiment plus le Cameroun, c'est ceux qui sont même dans l'opposition. Le Cameroun par nous tous et pour nous tous. Ça, c'est le docteur Damoundam Joya, un visionnaire qui l'avait dit. Et tant qu'on n'a pas intégré cela, nous aurons toujours des problèmes. Merci, M. Aboubakar. Maître Jean Guizogo, je me tourne vers vous, puisque l'élection était de l'apanage, principalement aussi de l'opposition. Vous avez observé le jeu des acteurs avec toutes ces ambiguïtés qui ont pu parfois être décelées ici et là. Au jour d'aujourd'hui, quasiment 9 mois après, peut-on dire, avec le docteur Baleguel et son collègue de l'opposition, de l'UDC, qu'on a plutôt reculé, ou alors, avec les Ateki, avec les Cabral, avec les Joshua aussi, on a avancé, mais pourquoi ce silence? Puisqu'après l'opposition, de nombreux parmi eux n'ont plus jamais pris la parole pour s'exprimer sur n'importe quel sujet de la vie publique. On a l'impression que l'élection présidentielle Formule 2025 a quasiment anesthésié tous les acteurs, tous les candidats. Stéphane Baga, il y a un dicton chez nous les Menyimbasa qui dit que ce que tu fais parle si fort que je n'entends plus ce que tu dis. Je pense que lorsqu'on étudie la vie politique du Cameroun et qu'on va analyser à rebours une élection comme celle d'octobre dernier, il faut scinder les candidats en 3 blocs. Lesquels? Vous avez d'abord le bloc de celui qui détenait le pouvoir au moment de l'élection. Oui. J'ai l'habitude de vous rappeler que la loi est la formalisation normative d'un rapport de force politique. Et depuis le 6 novembre 1982 qu'il a accédé à la magistrature suprême et les événements qui ont suivi, qui l'ont amené à se focaliser sur la conservation du pouvoir, le président Biya et son parti ont mis en place un arsenal législatif uniquement destiné à lui permettre de rester au pouvoir. Et forcément, vous allez voir qu'il y a des textes législatifs camerounais qui sont porteurs de crise. Le code électoral n'en est qu'un parmi tant d'autres. Donc, lorsque 9 mois plus tard, on veut répondre à la question que sont-ils devenus, il faudrait déjà interroger qu'est devenu le candidat vainqueur. Parce que le candidat vainqueur, le président Paul Biya, a été réélu. Il a prêté serment le 6 novembre. Il a fait un ensemble de promesses à la société camerounaise. Je rappelle à toutes fins utiles que une fois l'élection passée, le résultat acté par le Conseil constitutionnel, c'est le président de tous les Camerounais. Et même ceux qui n'ont pas voté pour lui ont vocation, sont en droit de lui réclamer le respect des engagements qu'il a pris lorsqu'il a prêté serment. Ensuite, vous avez la deuxième catégorie, vous avez les acteurs politiques permanents dans le landerneau sociopolitique camerounais comme l'honorable Cabral Libi, l'honorable Joshua Oli, Madame Veuve Damdoya et autres. Vous allez vous rendre compte que eux, ils n'ont pas attendu l'élection présidentielle pour se faire entendre.
à moins que les gens ne les suivent pas. Moi, je suis constamment les interventions de Cabral Libye. Vous les suivez. Est-ce que vous reconnaissez la posture ou alors vous comprenez la posture justement du conseiller sur le plateau qui estime que sa formation n'avait pas vocation à gagner? Est-ce une posture Non. Monsieur Mbaga. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Alors, précisez-vous votre... J'ai dit... Votre spectateur s'interroge sur véritablement cette position de l'UDC qui partait à l'élection sans avoir la pertinence de la victoire à vue. Non, l'UDC allait gagner. Mais pour nous, on voulait un code électoral accepté de tous. Un code électoral qui évite, qui empêche la crise post-électorale. Et ce code électoral, c'est ce code qui est accepté, c'est-à-dire où le vaincu peut appeler le vainqueur pour le féliciter. C'était ça la position de l'UDC. Merci pour le rappel. Maître Jean Guizogou. Oui, je tiens à dire que lorsque vous avez pris la première catégorie, le candidat sortant, vous avez la deuxième, les acteurs politiques permanents. Ceux qui sont là de manière permanente sur la scène politique, avec qui nous discutons régulièrement, avec lesquels nous sommes en confrontation régulièrement. Eux, ils n'ont pas attendu l'élection présidentielle pour être visibles. Ils ont utilisé l'élection présidentielle pour l'être davantage, mais ils ont continué à l'être après. Parce que quand on suit quand même l'actualité camerounaise, je pense que ce soit Madame Damjoya, que ce soit l'honorable Cabral Libye ou l'honorable Joshua Ozi, on les suit. Oui. Et vous avez maintenant la troisième catégorie des acteurs qui n'apparaissent que pendant les élections présidentielles. Ateki Claxton, Iram Yodi. Bon, Iram Yodi, par contre, lui, après l'élection présidentielle, je pense qu'il a déjà un parti politique. MP3. MP3, et il est assez actif quand même. Je vois ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Nous suivons tous. Je pense que quand on maîtrise quand même la scène politique camerounaise, on peut voir que Iram Yodi, lui, il a, je peux dire, capitalisé sa visibilité à l'élection présidentielle. Alors bon, lui, par contre, je ne sais même pas où il est. Il y a des acteurs. Il a des élus à l'Assemblée. Ça ne change rien. Vous savez, je voudrais que les Camerounais me comprennent bien. Nous devons apprendre à connaître hier pour mieux comprendre aujourd'hui, afin de mieux construire demain. Oui. Lorsque nous avons des aînés sur le plateau comme le docteur Nkot et qui vous racontent dans ce moment, je vous comprenez que ceux qui sont allés à l'élection présidentielle ne devraient pas dire aujourd'hui que leur défaite, ils la doivent à la mauvaise qualité du code électoral. Parce qu'ils sont allés à un jeu dont ils connaissaient les règles. Disons que ça ne sert à rien dans la mesure où on le sait déjà, on savait déjà que les choses étaient ainsi. Nous autres, nous avons réclamé la révision du code électoral depuis plus de 10 ans. L'Union des populations africaines a fait d'ailleurs une correspondance au chef de l'État à ce sujet. L'Union des populations africaines, l'UPA, a été présente à l'élection présidentielle à 3 reprises dans ce pays, avec son fondateur Hubert Kamgan. Donc c'est pas comme si nous ne savions pas ce que c'est que l'élection présidentielle. Mais le problème qui se pose, c'est que nous sommes face à un système. Il est néocolonial, il est déterminé à se pérenniser et il s'arrange à mettre en place un ensemble de lois qui lui permettent d'arriver à ses fins. C'est aussi simple que ça. Il faut en prendre conscience froidement. C'est là que vous allez rencontrer, quel que soit le domaine d'activité de l'État que vous prenez au Cameroun, la décentralisation, la gestion des ordures, l'urbanisation, l'éducation, la santé. Vous allez voir qu'il y a toujours soit des vides législatifs, soit des conflits de lois, soit des conflits de compétences. Mais tout est fait pour qu'il y ait un certain imbroglio qui sert le dirigeant principal, parce qu'il apparaît toujours in fine comme celui qui est l'arbitre final. Donc le système a été mis en place pour que lui reste là. Donc si vous acceptez d'aller à l'élection, vous devez aller en sachant que l'élection est biaisée et que forcément les dés sont pipés et vous avez très peu de chances de gagner. Je doute fort qu'il était possible qu'un parti politique remporte, même si comme quelqu'un avait dit une fois, vous pouvez gagner une élection, c'est une chose, mais arriver à étudier en est une autre. Maintenant, que sont-ils devenus 9 mois plus tard? Moi, je pense que pendant qu'on s'interroge sur ce que sont devenus les candidats à l'élection présidentielle, on devrait aussi se demander ce que sont devenues les populations camerounaises. Parce que les populations camerounaises, premièrement, ne sont pas allées voter. Et le fait qu'elles ne soient pas allées voter est un marqueur politique de leur désintérêt ou de leur désintéressement de la chose politique, ou alors de la peur de la chose politique, ou encore de ce que l'on pense que
tout est déjà joué d'avance et que bon, ça ne sert à rien de se déplacer. Donc il faut que les acteurs politiques, aussi bien ceux qui étaient à l'élection présidentielle que ceux qui n'y étaient pas, se rappellent que la vie politique d'un pays ne se résume pas à la période d'une élection présidentielle. Il y a les élections législatives et municipales qui pointent à l'horizon. L'Union des populations africaines est constamment sur le terrain. Et ce n'est pas parce que nous n'étions pas à l'élection présidentielle que nous ne serons pas à l'élection législative et municipale. Mais maintenant, la leçon qu'il faut tirer ici, c'est que les Camerounais ont encore du mal à comprendre que une compétition électorale n'est pas une guerre électorale. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que j'ai des amis au RDPC, j'ai des amis au MRC, j'ai des amis à l'UPC, j'ai des amis à l'UNDP, j'ai des amis au SDF. Vous pouvez être taxé de traite. La traîtrise, même le fameux débat autour de la traîtrise du président Bello Bouba m'a semblé à la limite ridicule. Ridicule pourquoi? Les objectifs assignés à un parti politique sont la conquête et l'exercice du pouvoir à travers sa conservation. Alors si quelqu'un est membre du gouvernement et puis il a envie, c'est son droit, de briguer la magistrature suprême, il démissionne du gouvernement et puis dépose sa candidature. Je ne vois pas quelle est la disposition légale ou réglementaire qui a été violée. 1, 2. Maintenant, s'il est taxé de traître par ceux avec qui il était en alliance hier, c'est de bonne guerre, mais c'est encore son droit. Parce qu'une alliance n'est pas un pacte insoluble qu'on ne peut pas dissoudre. D'accord? Et enfin, l'élection présidentielle, malheureusement au Cameroun, s'est arrangée à la galvauder, à galvauder son caractère sacré, parce que quand vous voyez 83 candidatures avec... Restons sur les 12. Forcément, les 12, là, on s'interroge sur, non, sur les 12 ce qu'ils étaient venus faire. Sur les 12 encore, on peut se dire que la loi s'est arrangée à ce que les 12 là soient là. Mais l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme ou d'une femme avec son peuple. Et cette rencontre doit se faire autour d'un projet de société. Oui. Et si celui-ci parvient à convaincre les populations de ce que son projet de société rejoint leurs aspirations les plus profondes, il emporte le suffrage de celle-ci. Malheureusement, chez nous, je ne suis pas certain que celui qui a gagné l'élection présidentielle a porté un projet de société. Je ne m'en souviens pas. Maintenant, ceux qui avaient des projets de société en face de lui, ont-ils vraiment eu la possibilité de vendre leur projet de société aux populations? J'en doute. Parce que non seulement le temps de la campagne est très réduit, mais on a aussi vu quelque part une très grosse manipulation et des réseaux sociaux et des médias classiques, une sorte d'empêcher on s'est arrangé à ce que même en période de campagne électorale, on n'a pas vraiment permis aux candidats de s'exprimer de la manière... Justement. Quand vous servez le pouvoir sur un plat. Non, je voudrais qu'on se comprenne bien. Moi, vous savez, moi je suis constant. Pourquoi votre propos? Moi je suis persuadé d'une chose, c'est que le pouvoir va revenir à l'Union des populations africaines à un moment ou à un autre. Parce que nous sommes le parti politique qui a le projet de société le plus percutant sur le marché. On attendra la campagne, mais maintenant, on ne s'attend pas à ce que le pouvoir nous soit servi. Nous allons le conquérir. Nous allons le conquérir par la voie des urnes. Mais il ne faut pas qu'on continue à faire croire aux populations camerounaises que l'élection présidentielle doit toujours être le moment où des gens meurent. Vous l'avez déjà dit. Ça devrait être le moment où les gens vont à la rencontre de ceux qui aspirent à les gouverner, écoutent ce qu'ils leur proposent, répondent par l'expression de leurs aspirations et in fine, que les gens aillent voter. Parce que le problème aussi, c'est que l'abstention au Cameroun est trop élevée et est témoin de ce que... On reviendra vers vous. Merci. On l'a compris que l'UPA est en avance et pressé d'en découdre avec les autres. Docteur Jean-Moïse Mok, je reviens vers vous, puisque vous avez été au contact de ceux-là qui espéraient renverser le président Biya. Vous étiez 11 en face contre lui seul et son appareil. Aujourd'hui, lorsque vous observez le profil des uns et des autres qui essaimaient l'espace à ce moment-là et voulaient renverser le candidat du RDPC, vous vous dites le profil était bon, parce que lorsqu'on compare 92, lorsqu'on compare en 2018 et lorsque l'on voit la QV 2025, on se dit peut-être on a avancé avec la jeunesse, peut-être on a reculé aussi en termes de charisme et en termes d'expérience. Comment est-ce que vous, aujourd'hui, attentif à la scène politique,
évaluer ce profil, puisqu'il est clair que pour la plupart, certains ont disparu de la scène. Vous avez des nouvelles d'Ateki, Claxton Alors, il faut déjà dire que les 11 n'ont pas été retenus au hasard ou sur la base de rien du tout. Chacun avait quand même un CV qui parlait pour lui. Oui. Je n'ai que de partir de 83, il y a quand même eu un tamis qui a été mis sur pied, quoi qu'on dise. Les 11 qui ont été présentés méritent le respect de tous les Camerounais. D'abord, parce que chacun d'entre eux justifie d'un CV, d'une capacité, d'une compétence sur laquelle il avait adossé un projet de société qui pouvait donc participer à améliorer la vie des Camerounais et naturellement, comme vous aimez le dire, le landerneau politique. Donc aujourd'hui, je ne cherche pas forcément à savoir où ils sont, parce qu'on va encore dire que j'ai les Camerounais, c'est violent. je vais dire, parce que c'est une fois l'élection achevée, ils ont tous disparu. Que devient Matomba, par exemple? Stéphane, vous savez, en politique, quelqu'un l'a dit et je suis parfaitement d'accord avec lui. L'agitation n'est pas signe de vitalité. En politique, au Cameroun en tout cas, on ne s'agite pas. Je pense que 35 ans plus tard, on devrait même en premier faire les états généraux de la vie politique du Cameroun. Parce que quand le docteur Balenguel présente le contexte de 92 avec ses réalités, il faudrait qu'on parle un peu du contexte de 2025 avec ses réalités. Les jeunes qui marchaient avant au corps défendant des forces de défense et de sécurité ne cassaient pas. Vous qui marchez avant, vous ne cassiez pas. Vous n'étiez pas des pilleurs. Mais quand vous voyez des gens marcher, casser des boutiques qui sont fermées, sortir avec des bouteilles de gaz, ça ce n'est plus la marche de 92, c'est du vol organisé. Et là, au corps défendant des forces de défense et de sécurité, il faut dire qu'ils ont fait leur travail. Seulement, vous les défendez aujourd'hui, mais est-ce que c'était la posture que vous aviez il y a quelques mois, Jean-Moïse? Stéphane, je suis constant. Est-ce que c'était la posture qui était celle de votre formation politique, puisque ce qui marchait, c'est revendiquer entre guillemets de votre leader de l'époque? Stéphane, je suis constant et ça ne changera pas. Les marches dans un pays civilisé sont organisées. Elles sont programmées. Elles partent d'un point de départ à un point de chute avec un message. On ne marche pas au hasard. Parce que dès que vous n'organisez pas la marche, vous laissez libre cours à la confusion. Donc, je l'ai dit, je me suis opposé aux marches en disant justement à mon président de l'époque que les marches s'organisent. Laissez-moi organiser les marches. Dans l'éducation citoyenne, on dit aux Camerounais, quand il y a une marche populaire, on part d'un point X encadré de 2 forces de sécurité. La première force est la sécurité privée, ceux en jaune, qui font le premier rideau de sécurité. Ceux qui sortent de là font face à la foudre des forces de l'ordre parce qu'ils ne sont plus en train de marcher pour l'objectif commun et marchent pour autre chose. Ça, je l'avais dit. Et il faut le dire aux Camerounais. Si on vous invite encore à marcher, s'il n'y a pas le cordon de sécurité jaune, ne suivez pas, c'est le désordre. Il faut le dire aux Camerounais. À l'époque, les gens qui marchaient avaient une volonté et le docteur Balenguel l'a rappelé. La base, je l'ai dit d'entrée, la base sur laquelle nous opérons dans le milieu politique est faussée. Et tout le monde l'a dit ici. Les lois sont obsolètes, elles sont taillées sur mesure, elles sont faites pour un candidat, et on peut dire tellement de choses à ce niveau. Alors, pour être sérieux, en faisant les états généraux, je l'ai dit dans mon narratif. Il y a quelques mois, mais vous êtes quand même parti à l'élection. Stéphane, je l'ai dit d'entrée. Quand vous partez à une élection comme celle-là, et là je rejoins l'UDC, on part en disant qu'on veut gagner, mais on peut perdre. C'est la logique de l'élection. L'UNDP ne me contredira pas, l'UPC ne me contredira pas, ou l'UPA. Est-ce que votre ne serait pas crédibiliser une course déjà faussée dès le départ, tel que vous le dites aujourd'hui? Stéphane, je vous en prie, nous parlons aux gens qui nous suivent. Nous voulons les intéresser à la vie politique. Nous sommes en train de dire, nous courons comme nous courons à nos risques et périls, accompagnez-nous. Soyez avec nous. Tenez le langage que nous tenons. Là, maintenant, je m'adresse à la société civile, aux universitaires, même aux opérateurs économiques. Les lois sur lesquelles nous opérons en politique sont mauvaises. Il faut le dire en chinois. Elles ne sont pas bonnes actuellement. Et pour le faire, il faudrait que toutes les forces civiles de la nation se mettent avec nous pour qu'on dise que cette affaire-ci, revoyons un peu cela, en tenant compte de ce que M. Biya lui-même a dit d'entrée. Je souhaite qu'on retienne de moi celui qui aura apporté la démocratie et le progrès. La démocratie, c'est la concertation de plusieurs.
c'est écouter les autres, c'est prendre le point de vue des autres, c'est de montrer quand même patte blanche dans le sens où on dit les lois ne sont pas bonnes. Pourquoi vous dites qu'elles ne sont pas bonnes? Madame Bégal le disait, quand vous accusez quelqu'un, demandez-lui quand même, permettez qu'il s'explique, ou alors justifiez-vous. Oui. Pourquoi on nous dit qu'elles ne sont pas bonnes? Qu'on nous convoque, qu'on s'asseye en collège et qu'on échange. Je l'ai dit, Stéphane, pendant la campagne électorale, M. Biya n'est pas l'ennemi de l'opposition. Il est l'adversaire de l'opposition. Et nous tous en politique ne sommes pas ennemis. Parce qu'à la fin de ce plateau, nous nous saluons, nous rions, nous demandons même des services, nous causons, nous échangeons. Docteur Mbok, vous aujourd'hui, vous tensez le code électoral et l'écosystème qui l'entoure au niveau politique, mais le score qu'a fait l'opposition en 2025, c'est un score historique. Oui. Avec des pareilles lois, cela pourrait être contradictoire. Si vous déployez ce que vous dites, mais vous faites le score qui a été relayé par le Conseil constitutionnel, ça veut dire quand même que vous avez pu vous exprimer et convaincre près d'une trentaine % de Camerounais. Stéphane, ce n'est pas aujourd'hui que nous disons que les lois sont mauvaises. Ça fait au moins 12 ans qu'on le dit. C'est pas aujourd'hui. Maintenant, le score qu'on a fait, même si c'était seulement une seule voix de différence et qu'on a perdu, on n'est pas satisfait. C'est clair. On n'est pas satisfait. Donc, il ne faut pas qu'on vienne se gargariser d'un meilleur score d'élections précédentes. Non, ce n'est pas l'objectif. Quand on rentre en politique, on veut que les lois et le cadre soient favorables à tout le monde. On aimerait que les politiques mises sur pied soient pour le bien des populations, encadrées, suivies, pouvant être évalués sur le temps et sur la durée. Aujourd'hui, qu'est-ce qui donne le pouvoir au deuxième, au troisième, au 10e de poser des questions à celui qui est premier? Qu'est-ce qui donne ce pouvoir-là? Qu'est-ce qui permet que l'UNDP puisse venir dire aujourd'hui que dans notre alliance, j'exige que les routes soient la priorité? Qu'est-ce qui peut permettre aujourd'hui à l'UDC de dire que j'entre au Parlement et je souhaite que l'éducation soit revue, renégociée, rediscutée? C'est de ça que nous parlons. Ce n'est pas juste une affaire de gagner le pouvoir. Ce n'est pas juste une affaire d'être deuxième, d'avoir un meilleur score. Non! Nous voulons que les Camerounais qui nous suivent se reconnaissent dans notre narratif et voient des actions qui suivent sur le terrain. Donc aujourd'hui, Stéphane, ne cherchons pas à savoir où sont les 11 ou même les 12, mais disons-nous simplement que s'ils ont eu la volonté, la détermination et qu'ils ont bravé toutes les étapes pour arriver à être candidats, ils sont forcément en train de concocter quelque chose pour le bien des Camerounais. Ben oui, il le faut. Ils sont en train de le faire. Et pas que eux, parce que ne demandez pas juste eux. Ce serait quand même nous oublier, nous, de la seconde équipe. Parce qu'il y a la première équipe, qui sont les acteurs principaux, mais il y a également nous autres qui avons bataillé pendant toute la campagne, jour et nuit, allant de ville en ville, allant sur le terrain, allant même sur la pluie, pour dire aux gens que nous aussi nous aspirons à participer aux affaires. Certains d'entre nous ici souhaitent être députés, être maires et ainsi de suite. Donc il ne faut pas oublier cette catégorie-là. Oui. Où sont-ils? Ils sont en train de travailler, mais les différents communicants, les différents lieutenants, les différents acteurs sont sur le pied de combat. Je ne sais pas à la prochaine élection et nous allons y aller. Merci. Docteur Baloguel Nkote, je me tourne vers vous puisque vous faites sur le plateau office d'historique, je ne vais pas dire ancien. Alors, lorsque l'on interroge les noms, on dit Flundi, on dit Belobouba, on dit Ndamjoya, on dit qui encore, ils sont nombreux, ils m'échappent. Et lorsque l'on arrive 20 ans, 25 ans plus tard, bon, on aurait pu dire Kamto entre-temps. Aujourd'hui, on dit Cabral Libi, on dit Joshua aussi, on dit Matomba, on dit Ateki. Est-ce que lorsque le rapport de force se pose et que l'adversaire reste le même entre-temps et sa puissance a quadruplé, est-ce qu'il n'y a pas question de s'inquiéter quant à la vie, justement, et l'avenir politique du Cameroun? Est-ce que aujourd'hui, ce n'est pas la qualité de l'offre politique de l'opposition, je dis, qui fait défaut et amène à ce que les Camerounais se détournent de plus en plus de la parole de l'opposition? Mais je ne crois pas que c'est la qualité de l'offre. Parce que je me souviens, le premier jour où on a fait un meeting ici à Yaoundé, tous étaient là. Je crois que c'est Foundi qui n'était pas là. Ils étaient tous là. Il y avait Dame Joya. Oui. Et il y avait Korok qui... On allait vers la prière. On nous a bloqués au niveau de Carrefour Ouattara. On nous a détournés et on est monté vers le collège de la retraite. Ils étaient devant. Ils étaient devant. Mais ce n'est pas ça. C'est que après ça, il y a eu quand même une loi
pour la reconnaissance des partis politiques, la loi sur les libertés. Oui. Après, donc, on est parti aux élections. Les LDPC s'est retrouvé minoritaire à l'Assemblée. Nous sommes partis aux élections locales, les élections. En 87, moi, j'étais conseiller municipal chez moi. J'ai été conseiller municipal 2 mandats. Après. Mais ce qui nous a, ce qu'on n'a pas compris, c'est que après ça, on est encore revenu au 90%. Ça veut dire, non, écoutez, ça veut dire, c'est ce maître qui vous dit ça, c'est qu'on taille tout sur mesure pour que le pouvoir qui est en place reste là. Il vous a dit ça, il a répété ça, j'ai suffi 3 fois. Donc, c'est pas une excuse facile. Lorsqu'on sait que c'est le MINAT qui organisait l'élection, on est parti en L, en L1, en L2, on a joué un écart, dit qu'il y a des... Donc vous croyez que le parti au pouvoir a changé de performance entre-temps pour devenir très performant, à gagner les 90% et beaucoup de députés, prendre les sénateurs et tout. Ça veut dire que quand ils se sont sentis agressés, je peux dire comme je peux utiliser ces mots, ils ont changé de méthode. Et ils ont davantage amené des méthodes antidémocratiques. L'une des méthodes antidémocratiques, c'est d'aller entrer dans les partis d'opposition et de les saucissonner. Essayer de créer des problèmes dans les partis d'opposition. Maintenant, quand on faisait les campagnes, et il vous a dit, ce n'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très difficile qu'un parti politique s'exprime dans la scène nationale. Moi, j'ai eu des problèmes à IDEA, on amène les gendarmes et les policiers, je suis là, je dis que je ne quitte pas. Pourquoi l'UPC n'est pas candidat aux élections? Maintenant, on sort les photos de gens, l'UPC n'est jamais là. C'est la honte pour le Cameroun. Regardez, quand je regarde, pendant que je parle, on sort les candidats, vous me demandez, est-ce que Vachon, vous me demandez même pourquoi l'UPC n'est pas là. Docteur. Oui. Il y a même des candidats. C'est que le régime en place veut. C'est les gens qui sont candidats là. Ils veulent des gens comme ça, ils empêchent ceux qui peuvent faire quelque chose d'être même candidats. Vous savez ça, c'est pas aujourd'hui que je dis. De tous les manières, vous avez dit ici que, bon, il y a les casseurs. Oui, je suis d'accord avec le docteur Mbo, je suis d'accord avec ça. Mais sachez que, bien avant, pendant l'indépendance, on a brutalisé les gens. Moi, je suis né dans un camp de concentration. Ça veut dire que s'il y a un pouvoir qui veut utiliser la force, c'est un mauvais pouvoir. Il ne faut pas venir dans le plateau et essayer de trouver les excuses pour ce pouvoir. Vous tuez un homme, c'est que vous avez tué un homme, quel que soit. Il a cassé, mais la loi ne dit pas que quand quelqu'un casse, on le tue. La loi ne dit pas ça. Moi, voilà, on est avec un avocat sur le plateau. Il faut faire tout pour protéger les vies humaines. Et ça, c'est très dangereux si on évolue. Et votre plateau, je suis très bien passé, je suis avec des brillants jeunes politiciens. Moi, quand je m'assois ici, je dis qu'on va laisser quelque chose de bien derrière. Mais regardez ce qui se passe après ces élections. Et c'est pourquoi près de 100 000 personnes sont mortes. On revient au tribalisme. 100 000 personnes, le chiffre peut être fort. Disons même si c'est 1000, c'est beaucoup. Non, mais on veut minimiser les personnes. Mais c'est quasiment... Quand je parle de 100 000 personnes, je parle de l'union des populations du Cameroun. Les années de revendication. Les gens sont morts pour qu'on soit un seul pays. Et l'union des populations du Cameroun, ça veut dire qu'il y a beaucoup de populations qui sont ensemble et ont fait le nationalisme. Vous comprenez? C'est pour cela qu'on a fondé ce parti. Et les Bétis, et les Bassa, et les Mbamois, et les nordistes, et les gens qui viennent de l'autre côté, les anglophones et tout ça. C'est ça l'union des populations du Cameroun pour enfin faire le nationalisme camerounais. Si maintenant, après une élection, vous ne vous inquiétez pas que les gens s'insultent, oh les Babana ont fait ceci, oh, vraiment il y a le tableau, et puis on vient là-bas. Regarde ce qui se passe. À un certain moment, c'est comme s'il y a une opposition entre les Bamlékés et les Ekans. Mais ça, c'est des choses détestables. C'est construit. Hein? Il faut tout faire pour que les choses, on ne peut jamais évoluer.
Un pays ne peut jamais évoluer dans cette histoire-là. Si c'est ça, les gens, les Coréens, les Taïwanais, les gens de Taïwan, docteur, on pourrait évoluer. La question qui nous vient à l'esprit, c'est justement cette caricature qui est souvent faite de la formation politique qui est la vôtre, qu'elle se fédère autour d'un département. Ça peut aussi être un problème. Vous savez que c'est même pas vrai. L'idée UPC, c'est partout. C'est pas Boulou qui était le premier secrétaire général de l'UPC. Vous dites des choses, il est des voilà. Il faut toujours donner. Les gens ont lutté pour l'indépendance, ils sont morts un peu partout. Le parti là, vous ne pouvez jamais le mettre dans un seul département. Ouais. Ça ne sera pas possible, quel que soit ce que vous faites. Et on dit toujours que les heures les plus sombres précèdent l'aube. Oui. Il faut faire attention avec ce que vous faites avec ces partis. Et c'est d'ailleurs ça qui nous crée les problèmes ici. Parce que les gens ne peuvent pas mourir. Vous venez, vous déconstruisez tout ce qu'ils ont construit comme ça. Vous voulez casser le parti. Après, vous croyez que vous allez bien vivre. Ça ne peut pas être comme ça. Il y a même une valeur mystique en politique. Oui. Il y a une valeur mystique en politique. Il faut faire attention. Nous sommes avec les êtres vivants. Personne ne sait ce qui se passe. Donc, quand vous venez, vous passez une élection, et c'est la responsabilité du régime en place. Vous ne pouvez pas passer une élection, et les gens commencent le tribalisme. Nous qui sommes nés, là où on ne veut pas le tribalisme, qu'est-ce que nous allons faire? Vous laissez au chemin de fer là, entre Douala et Yaoundé, où tout le monde vient là-bas. Moi, j'ai fréquenté ici en Goumou et en Balmayo. Il y avait les grands collèges, moi je suis de Macaque. C'est là le meilleur collège. Le collège de Bamba et le collège. Mais moi j'ai fréquenté en Goumou. Maintenant, on vient, ça devait, ça sont les traîtres, les babas là sont ceci, ils veulent prendre le pouvoir, les machins, truc. Et c'est ça l'esprit derrière les problèmes qui sont là. Ouais. Même les tueries là. Même les gars même qui tiraient, c'est ceux policiers qui tiraient, il y en a qui faisaient du tribalisme là-dedans. Mais non, laissez-moi finir. Vous arrivez dans un pays, vous posez que vous voulez faire fonctionner un pays avec le tribalisme. C'est des choses qu'on doit combattre comme des serpents. Tout à fait. Oui. Ça ne peut pas exister. Vous ne pouvez pas vous développer comme ça. Vous avez alors 475 000 km². Vous importez le riz à Taïwan qui a 35 000 km² de superficie. Parce que vous faites le tribalisme, vous dites les gens sont ceci, machin. Qu'est-ce qui se passe là-bas, hein? Et les autres répondent. Vous lisez les réseaux sociaux comme moi. C'est normal. C'est normal. Et qu'est-ce que le pouvoir en place fait de ça? Il ne parle même pas de ça. Parce que ça leur profite. Voilà. Merci, docteur Baleguel. Alors, madame Abedja, je vois votre large sourire après la saillie du patron de l'UPC. Moi, je me tourne vers vous, puisqu'on est toujours dans le grand débrief de cette présidentielle 2025. On a vu les historiques, comme le docteur Baleguel sur le plateau, comme le ministre d'État Belouba Maïgari. On a vu l'emprise qu'ils ont sur l'espace politique camerounais. Que sont-ils devenus pourrait aussi s'orienter vers les nouveaux venus qui ont quasiment disparu une fois l'élection achevée. J'aime bien Teki, c'est le nom qui me revient. J'aime bien ce nom-là. Est-ce que, à l'heure où le docteur Baleguel dit, lui, être satisfait, lorsqu'il voit des maîtres Zogo, des gens Moïse Mbok, est-ce que, à date, on peut s'inquiéter quant à la pertinence de l'offre politique au Cameroun, lorsque l'on voit qu'une fois la présidentielle achevée, 10 ou alors 8 des candidats sont quasiment portés disparus? Je ne pense pas que ça devrait s'analyser dans ce cadre-là. Parce que les candidats à l'élection présidentielle, c'est vrai, la page a été tournée. Et si la vie politique du pays n'est pas animée, comment voulez-vous voir les candidats? Qui va l'animer? C'est le calendrier. Nous, on a le problème du calendrier électoral qui est confisqué. Bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Le calendrier électoral est confisqué, il est manipulé. Comment voulez-vous que l'activité politique soit visible sur le terrain, ou que les acteurs politiques se déploient sur le terrain? On se déploie avec force sur le terrain quand on sait que
nous sommes en train de préparer les échéances. Mais une fois la présidentielle achevée, les populations, les électeurs sont abandonnés à eux-mêmes. On revient dès qu'on annonce que les législatives, c'est en février ou en septembre. Vous voulez qu'on encadre les électeurs en ce moment pour leur dire que vous allez où? Le calendrier électoral est confisqué. Il est même démobilisé. Les Camerounais ayant rendez-vous avec les urnes tous les 5 ans pour renouveler le Parlement, pour renouveler les conseils municipaux, les mairies, cela n'a pas été fait. Donc du coup, il y a un refroidissement. Et ce refroidissement-là empêche que d'autres courants de pensée émergent sur la scène politique, que d'autres figures politiques émergent. Voilà. Les jeunes ont des ambitions, moi-même j'ai des ambitions, mais je ne peux pas exprimer mes ambitions tant que le calendrier électoral est confisqué. Il est démobilisé, il est confisqué. Vous demandez aux responsables des partis politiques de se mouvoir sur le terrain, ils font ce qu'ils peuvent, mais le truc c'est quoi? La finalité c'est quoi? La finalité c'est quoi? On va procéder à la formation des militants, on va procéder à l'animation du parti sur le terrain avec un message pour dire aux électeurs que... Préparez-vous! Pour dire aux électeurs que nous nous préparons pour telle ou telle échéance. Mais là, maintenant, on se prépare pour quelle échéance? Puisque nous ne sommes pas sûrs que avant 2032, il y aura une élection. C'est clair. On a rien. Et il ne faut pas oublier le volet du coût. Et ça, c'est la loi. Vous ne pouvez pas demander aux acteurs politiques, au président Bello Bouba d'inventer la roue. Il ne peut pas inventer la roue puisque on attendait tous qu'on convoque le corps électoral pour les élections municipales et législatives. Ça n'a pas été fait. Ça a été fait pour les élections régionales. Vous connaissez l'objectif. Il fallait récupérer la région de l'Adamawa. Ça a été fait. Donc, vous ne pouvez pas nous demander au président Bello, il est où? Vous voulez qu'il fasse quoi? Il est là, où? Il est à Santa Barbara. La maison. On l'a vu le 20 mai. Oui, si vous voulez qu'il vous reçoive, il va vous recevoir. Donc, moi, je dis, tant que le calendrier électoral n'encourage pas la mobilité des politiciens sur le terrain. Il y a des jeunes enfants, ils veulent faire la politique, mais contre quelle fin? On va dire, allons faire le meeting. Le meeting, c'est pour aboutir à quoi? Ça a un coût, il faut payer, il y a la logistique, il y a tout ça. Donc, maintenant, dans les partis politiques, sont donc grippés à cause de cela. Au bon gré du président de la République, parce que c'est lui le détenteur de la clé de la convocation du corps électoral. Lorsqu'il voudra, la vie politique sera à nouveau animée. Pour le moment, le refroidissement des partis politiques est bien justifié. Merci Madame Abega. Nous, on va pas se refroidir sur le plateau puisque les Camerounais s'exprimeront et s'expriment par millions. Bonsoir, je suis Malibi. Vraiment, M. Stéphane, si les partis politiques refusent de croire que ce sont eux qui sont à 60% responsables de la situation des maux de notre nation, les partis politiques camerounais ont décidé depuis les années 58 de dealer avec notre principal ennemi en mettant à mal l'idée mère que revendiquaient les visionnaires de notre nation au profit de leur seul intérêt. Aujourd'hui, ils font semblant de ne pas connaître leur participation à la destruction de notre nation. Le plus dur en politique, c'est de connaître son ennemi. En revanche, tous connaissent notre ennemi principal, qui n'est rien d'autre que l'Occident. Merci pour la contribution. Bonsoir et excellent plateau. S'il vous plaît, dites au docteur qu'il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Déjà, moi, je suis fan, mais je viens d'épouser une Bami. C'est Armel depuis Douala. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir, monsieur le secrétaire général Balagan-Côte. L'UPC doit impérativement se remettre sur pied. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important de penser à toute la nation camerounaise. L'UPC n'appartient ni à un individu, ni à un groupe, mais à tous les Camerounais qui continuent d'espérer en ses idéaux. Il est douloureux de constater que l'UPC se retrouve avec plusieurs directions rivales qui s'affrontent mutuellement. Cette situation fragilise votre crédibilité et éloigne de nombreux compatriotes qui souhaitent voir une UPC forte, unie et capable de porter un véritable projet pour le Cameroun. Il est dans l'intérêt de tous
de nous tous que l'UPC retrouve une seule direction à la fois légale et légitime. Cet objectif est possible si chacun fait preuve de dépassement de soi. Je vous invite à œuvrer sans relâche pour l'unité, à enterrer les haches de guerre et à privilégier le dialogue dans l'intérêt supérieur du parti emblématique UPC. En parallèle, il est essentiel de recruter massivement des jeunes. Ils représentent l'avenir de notre formation politique et seront les principaux artisans de son renouveau. Le Cameroun a le regard tourné vers l'UPC. Vous avez la responsabilité historique de redonner espoir à notre peuple en construisant un parti uni, fort et fidèle à ses valeurs. Une pensée à tous ceux qui ont donné leur vie pour le Cameroun, à l'instar de Nyobe, Osende Afana, Ernest Wandje, Félix Moumié, Abel Kenye, Jacob Fossi, Singap Martin. Le Cameroun vous attend. Malheureusement, la contribution n'est pas signée, mais l'on devine. C'est très certainement un nostalgique de la grande UPC. Prenons cette autre contribution. Bonsoir à vous le plateau, excellent thème, mais que les invités répondent concrètement. Où sont passés les 12 candidats? Sont-ils dans les rues à présenter leur programme? Parlent-ils à la population de leur pensée, de leur vision? Ou bien ils attendent seulement la date des élections et puis venir nous pomper? On doit dégager le PR. C'est pourquoi le RDP, c'est un parti qui est couvert sur tout le territoire. Parce que chaque jour, chaque seconde, les maires, les élites font des travaux, ça leur donne du poids. Ce soir, Mbok parle bien, pose-lui la question sur la position des autres candidats, il vous dira. Merci. Bonsoir Stéphane. Et à ton panel, je suis dépassé quand j'entends les hommes politiques sur votre plateau parler des lois. De grâce, demande-leur comment on change les lois en allant s'asseoir à l'hôtel Hilton ou bien sûr votre plateau, c'est au Parlement. Des gens ont des partis familiaux et perdent leur petit argent pour aller à la présidentielle au lieu de tout mettre et gagner un siège à l'Assemblée. Stéphane, écoute bien le doyen SG de l'UPC. Il parle en homme sage et vous démontre le vrai problème de l'opposition. En 91, ils étaient combien de partis et aujourd'hui, il y a combien de partis? Que l'opposition s'unisse pour être forte. Apôtre Pierre Ramsès Denkwa, il a signé. Bonsoir Stéphane et à tout ton panel. Vraiment, je suis déçu. Merci pour la contribution. Merci beaucoup. Dire que les leaders politiques ont disparu, certains oui. Parmi tous ces candidats, Madame Ndamjoua de l'UDC est restée la plus active. Elle a effectué des tournées d'installation des structures de son parti dans les régions. Elle revient d'une tournée en Amérique du Nord, du Canada. Ouais. Elle donne à travers des communiqués officiels la position de son parti en tant que maire. Elle est sur le terrain au contact des populations. Voilà un vrai président de parti politique. Merci à vous. Il est sur le terrain. C'est pareil. Bonsoir à vous sur le plateau. Bonsoir à votre émission Le Grand Soir. J'ai réagi aux allégations du représentant de l'UDC qui a osé dire ceux qui aiment beaucoup le Cameroun sont dans l'opposition. C'est faux et archi faux. Ce sont des aventuriers pour la grande majorité. Merci et longue vie à votre émission. Le docteur Paulin Siki a réagi. Bonsoir panel. Votre question n'est pas répondue sur le plateau. Que sont-ils devenus? Moi, je n'ai pas suivi une réponse. Pour moi, ils ont tous disparu. Et n'attendent que le remaniement ministériel, espérant chacun suivre son nom à 17h. Pour le cas de M. Paul Biya, il travaille. Bravo à lui. Dans les réseaux sociaux, à travers la milice. L'envoyé du diable a voulu les sauver à travers les décrets du cimetière. C'est Franck de Bokito qui a réagi. Bonsoir. Bonsoir, le grand soir. Les opposants camerounais sont terribles. Voilà une dame qui vient sur le plateau TV insulter les Camerounais. Bon. Je ne sais pas en quoi Madame Abega aurait insulté un Camerounais. Mais les gens suivent même sur le plateau. C'est compliqué. Bonsoir à tout le panel. Demandez à la dame qui parle là. Donc parce que les soi-disant jeunes manipulés, ça justifie le fait qu'on les tue alors qu'on pouvait tout simplement les interpeller. Que fait-on des bandits qui détournent l'argent du contribuable tous les jours? C'est une interrogation. Bonsoir
le panel. Moi, c'est Hassan Dongo Patrick. Permettez-moi de constater que je ne comprends pas d'où certains Camerounais tirent leur énergie pour tenir des discours positifs sur le fonctionnement du Cameroun. Quand on sait que même l'homme de la rue a perdu espoir, bon, je ne sais pas de quoi vous parlez. Nous, on parle de l'opposition, on parle des partis politiques, on parle des candidats, on va prendre l'avis de l'UDC sur l'avenir, puisque Mme Abega met en avant le fait que le calendrier politique soit confisqué, il faut employer son terme, confisqué d'une seule entité. Comment est-ce que vous allez vous positionner en attendant la convocation, la prochaine convocation du corps électoral? On attend, on scrute, Mme Damjoua se déploie, ou alors, bon, on essaie tant bien que mal d'observer et espérer une convocation prochaine. Oui, en attendant que le gouvernement RDPC et ses alliés se décident à convoquer le corps électoral, l'UDC sur le terrain. Pour nous, c'est pas seulement, nous n'attendons pas seulement les élections, puisque à l'UDC, c'est l'être humain au centre de nos préoccupations. Tout le monde nous gérons des communes. Dans ces communes, nous nous exerçons, nous efforçons à ce que, quand bien même c'est pas facile, le quotidien des Camerounais dans nos communes, c'est ce qui est important pour nous. Et après les élections, l'honorable Temano, que quand elle a soulevé tout à l'heure, elle a fait une tour, elle a commencé, parce que c'est pas encore fini, elle a un calendrier très surchargé. Oui. Elle a fait l'extrême nord pour remercier ceux qui ont voté pour nous et installer les nouveaux responsables locaux. Elle a fait l'extrême nord, le nord. Quel est l'écho du terrain? Quelle est la position des Camerounais? Que disent-ils ces Camerounais à l'honorable? Ils sont impatients, ils sont déçus, ils sont résignés après la présidentielle. Quel est le retour du terrain? Ben, avec satisfaction, puisque je l'ai accompagné dans quelques villes, je pense que les Camerounais sont en train de comprendre que non, ils ne doivent plus rester à côté. Ils doivent être maintenant des acteurs. Ils ont été passifs. Certains nous ont dit qu'ils ont été passifs. Ils comprennent maintenant. Non, il faut qu'ils se réveillent. Et nous les encourageons vraiment à rejoindre le train. Hein? Donc, comme je disais, il restait certaines régions comme l'Est, oui. Le Grand Est, voilà. Elle n'est pas encore passée à l'Est. On attend, c'est programmé pour bientôt. Et elle sort du Canada, elle est rentrée il y a quelques jours. Du Canada, c'était une tournée économique, puisqu'elle est maire de la commune de Fumban et présidente du syndicat des communes du Nord. Oui. Donc c'est dans ce cadre qu'elle s'est déplacée pour trouver des partenaires, pour développer sa mairie, sa commune et d'autres communes, puisque, comme je l'ai dit, elle est présidente d'un syndicat de communes, un groupe de... Voilà. Donc c'est ça, à l'UDC, nous sommes sur le terrain et parallèlement, nous nous préparons, parce que ce qui est sûr, ça va glisser, mais finalement il y aura élection. Ça va arriver. Merci. Bon début de soirée à toi et ton panel, particulièrement Mme Abega. Stéphane, tu nous renvoies dans les Écritures bibliques concernant les 12 apôtres qui, à l'issue finale, ont vu le patriarche Biya prendre le dessus sur eux. À ceux-là qui ont bu la tasse lors des présidentielles, tu nous amènes à aller chercher dans une botte de foin. Certains parmi eux, représentants des partis politiques, pourraient nous répondre car j'ai souvent été ahuri de leur voir actifs lors des présidentielles. Maintenant, qu'en est-il des législatives et municipales où ils auraient dû ébranler le grand rassemblement malgré que celui-ci a l'habitude de phagocyter bon nombre d'entre eux en leur miroitant beaucoup d'argent, sans oublier le trafic d'influence et ce code électoral verrouillé qu'ils ne voient pas lors des présidentielles. Véritable cacophonie politico-électoraliste. Merci à vous, Masok Thomas, pour la contribution. Bonsoir Stéphane et à tout ton panel. Le docteur Mbok me déçoit. Je me demande s'il est vraiment un opposant. Oh là là. Non, il faut continuer. Il n'est pas sérieux, je préfère le dire ainsi, car il accuse Issa Chiroma Bakari au lieu d'accuser les soldats qui ont... Non. On va vous dire merci pour la contribution, cher Warren. Nous sommes aussi
nos médias, acteurs de la construction du Cameroun. Bonsoir, ces partis politiques ont fait en sorte que l'UPC soit comme il est aujourd'hui. Si de nos jours, ils refusent de s'unir, c'est parce qu'ils refusent que notre nation soit unie pour que la vérité soit connue par le peuple. Alors Stéphane, il faudrait que ces partis politiques sachent que si l'UPC pleure, le Cameroun pleure. Merci pour la contribution. Alors, M. Jean-Guy Zogo, le temps nous tient à la gorge. On ne l'a pas vu passer, mais on a suivi les Camerounais réagir quant à la qualité justement du matériau politique qu'il leur est proposé. Certains constatent la disparition des candidats, d'autres attendent impatiemment l'offre. On s'interroge. Est-ce que le grand chamboulement que certains souhaitent au niveau des mairies, au niveau justement de l'Assemblée, du Parlement, ne commence pas avec une présence et un discours actif, avec des offres concrètes et avec une vision à long terme pour le Cameroun? Je pense que le landerneau politique camerounais souffre du même mal que le monde sportif. Vous savez, lorsque les Lions Indomptables jouent, chaque Camerounais est le meilleur entraîneur qui existe, le meilleur joueur qui existe. Et il est le meilleur en tout ceci devant son écran, devant une bouteille de bière. C'est très facile d'accuser les acteurs politiques alors que sur un potentiel électoral évalué à 18 millions de personnes, je ne sais pas si 3 millions de personnes sont allées à l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Il faut arrêter un peu de croire ou de donner à croire que le travail de l'autre est facile. L'Union des populations africaines, à travers son président général que je suis, est sur le terrain tous les jours. Et je refuse qu'on donne l'impression que les 12 ont disparu. Ce n'est pas vrai. Parce que ce sont des concurrents politiques. Ça veut dire que nous les observons. Je vous ai dit. Je vous ai dit. Une question simple, M. Jean-Guy Zogo. Ce n'est pas vrai. Le problème. Commencez par le vainqueur. Il est où? Il est incapable de sortir d'un gouvernement. Mais il est là. Il est où? Il est là. Il est même incapable de sortir. C'est j'ai l'habitude de dire que le niveau de culture politique des populations camerounaises a été sciemment maintenu à un niveau rudimentaire. Quand j'ai divisé les 12 candidats en 3 blocs tout à l'heure, c'était pas anodin, c'est pas du folklore. J'ai commencé par un bloc qui n'a qu'une seule personne. Il était candidat, il a été élu, et en étant élu et en ayant prêté serment, il devient le président de tous les Camerounais. Il est comptable devant la nation et on doit savoir qu'est-il devenu. Et pas lui en tant qu'individu, mais ce qu'il a pris comme engagement devant la constitution du Cameroun. Ensuite, je vous ai pris les acteurs politiques permanents. Ce serait malhonnête de dire que Cabral Libi n'est pas dehors, que Joshua Ozi n'est pas dehors, que Damdjoua n'est pas dehors. Ce n'est pas vrai. Maintenant, que Yodi n'est pas dehors. Maintenant, il y a des gens qui sont apparus et qui ont disparu après l'élection. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, les élections législatives et municipales qui arrivent, les acteurs politiques ne sont pas les seuls à devoir tirer les leçons de la présidentielle. Les populations quand même doivent se demander, mais comment en sont-elles arrivées à subir autant la décision politique parce qu'elles ont choisi l'abstention? Je suis désolé, quand les gens disent qu'ils attendent les offres, le projet de société de l'UPA date de 1996. Il a été revu en 2000, il a été réécrit en 2024. Il est disponible. J'en parle au quotidien. Mes collaborateurs en parlent au quotidien. Il faut arrêter. Cabral Libi, on sait quel est son projet de société. Ses collaborateurs, lui, en parlent au quotidien. L'UPC, on connaît son projet de société. Les gens en parlent au quotidien. Joshua aussi communique. Matomba dont vous parlez là, moi je vois ce que Matomba fait sur sa part. Il communique. Je suis désolé. Il faut à un moment donné que les gens arrêtent de faire. C'est sa méthode. Ou alors. Donc tout ça, voici ici au de méthode. Le problème aussi, c'est que les inscriptions sur les listes électorales s'arrêtent le 31 août. Vous avez beaucoup de gens qui braillent dans les bars, mais ils n'ont même pas la carte d'électeur. Voilà. Ils vous disent, je ne connais pas le changement. Je ne connais pas le projet de société de Zogo. Est-ce que Zogo a le même projet? Nous, on veut le changement. Tu veux le changement au bar? Dans le beige? Nous sommes dans une société orgiaque où les gens passent le temps à boire, à manger et à satisfaire leurs besoins libidineux. Les projets de société des partis sont sur la place publique. Les gens trouvent du temps et de l'argent pour mettre les mégas afin de regarder les sextapes.
de visiter les sites pornographiques, mais ne peuvent pas mettre les mêmes mégas pour aller sur la page officielle de l'UPA, sur la page officielle de l'UPC, sur la page officielle du RDPC, sur la page officielle du RTF ou de l'UNDP pour aller voir qu'est-ce que ces gens nous proposent même. Et il y a même des espaces de discussion que nous on offre. On a des groupes WhatsApp où on demande aux gens d'exprimer les aspirations des populations. Je suis désolé. Donc, à un moment, quand je salue tout à l'heure les populations de l'arrondissement de ça, c'est parce qu'il y a des collaborateurs qui sont sur le terrain, qui font remonter les aspirations des populations de l'arrondissement de ça, de la commune de ça. Par exemple, le président de la section de l'UPA du littoral était à Corée-de-Bassimbi il y a quelques jours. Non, nous travaillons, vous comprenez? Nous faisons ce que nous avons à faire, mais je rappelle toujours que le jeu démocratique a 4 acteurs. Nous, les acteurs politiques, nous sommes un de ces acteurs. Il y a les populations qui sont un acteur du jeu politique. Que font les populations au quotidien à part le bar, les auberges et les injures? Oui, les injures. Parce que vous avez des gens qui, malheureusement, tout à l'heure, quelqu'un a cru pouvoir écrire pour dire que Madame Barga a insulté, Madame Abega a insulté les populations camerounaises. À quel moment? À quel moment sur ce plateau? Et vous avez un individu, pareil, vous voyez qu'il n'a même pas la CNI. Il n'a pas la carte d'électeur et il ne vous servira à rien aux prochaines élections. Et il va vous dire que non, il n'a pas lu le projet de société de l'UPA. Je suis désolé, messieurs. Désormais, vous voulez connaître le projet de l'UPA, de l'UPC, de l'UNDP, du SDF et autres. Allez sur les moyens, les canaux de communication officiels, sacrifiez vos 3 bières, vos 2 heures d'auberge et téléchargez ce qui est disponible. Merci, maître. Bonsoir, Stéphane. Quelle tournée politique fait un maire au Canada? Y a-t-il des votants pour la commune et la législative là-bas? Perte d'énergie, perte d'argent, rien dans l'opposition dans notre pays. Non, rien qu'on peut la décentralisation. Je ne vois pas l'énergie. Je préfère me tourner vers Pierre Balaguer-Côte. Alors, la question pourrait être rhétorique, mais elle est la même. Docteur LG, que fait l'UPC en attendant la convocation du corps électoral? Est-ce que les dissensions, il y a une communication abondante dessus par un téléspectateur, est-ce que les dissensions sont de nature, ou alors est-ce que la résolution des problèmes est à l'ordre du jour du côté de l'UPC avant, bien évidemment, la convocation du corps électoral? Si le corps électoral était convoqué aujourd'hui, docteur Pierre Balaguer-Côte, secrétaire général, comment est-ce que vous vous comporteriez lorsque l'on sait qu'il y a parfois des éclats de voix dans la maison UPC? C'est une question, on a discuté de ça. Oui. Et tous les Camerounais savent ce qui se passe. Vraiment, c'est malheureux d'être... À un certain moment, je me demande si je suis aussi Camerounais comme les autres. Malheureusement, je suis dans mon pays. Il y a les lois de la République qui disent que voilà comment on organise. Voilà. Les partis politiques sont organisés comme ça. Oui. Moi, je vais dans une élection de 3000 personnes. On me vote sur un secrétaire général. Le régime en place ose nommer un secrétaire général. On va au... Vous êtes nommé? Ils ont nommé, vous avez tout ça. Et c'est ce qu'on parle de ça. On va au tribunal administratif. On me donne raison. Le ministre part avec cette affaire à la Cour suprême. Là-bas, on lui dit que non, tu n'as pas raison. La Cour suprême est plus dure que le tribunal administratif en disant que vous avez causé là un préjudice irréparable à l'union des populations du Cameroun. Après, on se retrouve, rien ne change. Et on se retrouve à la présidence avec 2 biais. 2 secrétaires généraux? Oui, la présidence de la République, pas autre chose. On se retrouve au défilé là. Voilà votre pays. Au boulevard de Vermeer, avec 2 invitations. Secrétaire général, et puis on met un chez ici, on donne à un autre. On se retrouve là-bas. J'ai pris mes affaires, je suis rentré chez moi. Donc cette histoire-là, moi je crois que c'est même un tribalisme déguisé. On veut dire que oh, voilà le Bachar qui lutte entre eux. Mais c'est ce qu'on veut montrer aux gens. Non, laissez-moi vous me posez la question. Après mes militants vont dire qu'on t'a posé la question, tu n'as pas bien répondu. Alors, donc, il y a les distensions, bien entendu. Mais toutes les maisons ont des problèmes. Et à un certain moment, on a la loi. Et lorsque c'est la loi que nous sommes, la loi est au-dessus de tout le monde. Et quand on a prononcé un verdict, il faut suivre ça. Même l'État camerounais doit respecter ça. Maintenant, comme on l'a vu que c'est ça, et nous avons un problème historique. Je crois, et ce n'est pas quelque chose d'imaginaire, c'est que on a laissé une consigne pour qu'on dérange l'UPC.
Je pense, parce qu'à un certain moment, j'ai rencontré l'un des responsables occidentaux. On m'a dit que c'est l'UPC qui a commencé à chasser les Occidentaux de l'Afrique noire. Et je leur ai dit que, mais si c'était ça, pourquoi vous êtes avec les Allemands aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Donc, nous sommes là, on ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas ce qui se passe. Mais ils ont commencé dans les autres partis politiques. Oui. Ils ont commencé ça. Voici, le jour que votre parti va commencer à prendre de l'envol, on va trouver un autre pour dire que il est pour spécialisé. C'est comme ça qu'ils vont faire. Alors, même si on parle vos militants qui vous suivent, puisqu'ils réagissent, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Si le corps électoral est convoqué aujourd'hui à 20h, et qu'on dise par exemple l'élection c'est pour le 20, voilà. Comment est-ce que vous vous positionnez sur l'espace? Vous arrivez donc à un point. Oui. Parce que c'est le régime ici qui crée les désordres. Si les UPCistes que vous connaissez, vous avez dit que c'est vrai, mais il y a des zones fortes là où il y a l'UPC. Si ils disent donc cette fois-ci que trop c'est trop, et c'est ce qui va arriver, on va aux élections. Si on ne va pas aux élections, mieux on nous rase. C'est grave. C'est ça. Non, mais c'est vous la question, je vous réponds. Parce que, bon, mais après, quand le droit a dit, et on ne respecte pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Je dois me rester comme ça. Les gens veulent être les députés, ils vont les conseiller. Moi, je sors partout là. Ce que vous dites là, c'est même pas vrai. Moi, je suis partout là. Je suis à Messondo, je suis partout là, partout. C'est eux qui m'appellent pour comment on prépare les élections. Et nous sommes en train de prendre une décision que si on va aux élections, si les gens ne respectent pas la loi, mieux qu'on nous rase. Ça sera comme ça. Et c'est ça. Parce que le code électoral, on a dit de changer ça, les affaires où on fait des trucs comme ça. C'est avec nous qu'on a commencé pluralité d'investiture. Vous dites que vous êtes dans un pays. C'est vous qui avez les choses en main. Vous ne savez pas qui doit investir un candidat dans un parti politique. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Un vieux comme moi, je vais venir raser les murs parce qu'il faut que je dise ce qu'ils me disent. C'est-à-dire, leur problème, c'est qu'ils veulent avoir une UPC, comme c'est le parti historique, ils veulent avoir une UPC qui les supporte. Quel que soit ce qu'ils font. Et comme je ne veux pas ça, et je veux être libre, et en plus que je suis entré dans la coalition des partis d'opposition pour un candidat unique, c'est ma mort. Qui est un dame Joya. Il faut préciser qui est un dame Joya. Merci, docteur Balaguel. En 30 secondes, Jean-Maurice Mbok, on sort. Puisque l'avenir semble flou, puisque le code électoral est contesté, le calendrier électoral lui aussi contesté. Comment est-ce que vous gardez le peuple en éveil? C'est votre responsabilité aussi. En 30 secondes. Mais Maître Jean Guizogo a bien fait de rappeler que le peuple aussi est un des acteurs de la vie politique. Et nous, aujourd'hui, nous faisons tout ce que nous pouvons faire en refusant de prétendre être capable de tout faire. Nous avons un grand malheur dans l'opposition camerounaise, c'est que le peuple est notre premier ennemi. Notre premier ennemi parce qu'il nous juge sur tout, il nous condamne sur tout, il ne finance jamais ce que l'opposition fait. Moi j'ai mené une campagne électorale dans laquelle personne ne va se souvenir du travail que vous avez abattu, mais la moindre erreur, on vous tape dessus comme si vous n'avez jamais rien fait. Cette injustice ne nous fait pas peur. Si on peut affronter le RDPC, ce n'est pas le petit gars là qui est derrière ses biais, qui va nous inquiéter avec ses paroles difficiles. Voilà. Nous sommes sur un champ d'avancement et nous allons avancer jusqu'au bout pour le bien des Camerounais qui nous considèrent et qui nous respectent. Merci Jean-Maurice Mbok, Madame Abega. 30 secondes, l'organisation nous fait des grands signes désormais. Je voudrais dire à ceux qui pensent que l'UNDP a disparu des radars que non. D'entrée de jeu, je saluais le super maire de Ngaoundéré, Bobo Salio, qui abat un excellent travail. J'ai salué le maire de Garoboulaye, Adamo Abdon, une commune frontalière que nous avons gagnée de haute lutte, sans oublier le maire de Bagno. Donc, je veux dire que l'UNDP, le parti de Bello Bouba Maïgari, à travers ses relais sur le terrain, est bien présent et mène les actions sur le terrain. Merci, cher monsieur, merci docteur Balaguel.
L'UDC s'est beaucoup exprimé. On va vous dire merci. Merci, M. Aboubakar, monsieur le conseiller. Merci, maître Jean-Guy Zogo, pour la présence sur ce plateau. Merci à vous d'avoir abondamment réagi. Malheureusement, vous le savez, nous le savons, toutes les contributions n'ont pas pu être relayées. Rassurez-vous, la prochaine fois, on essaiera de faire ce qui est possible. Ne bougez surtout pas, parce que dans 7-8 minutes, Mimi Chobo sera là pour les informations en langue de Shakespeare. Vous aurez la possibilité de découvrir ce qui s'est passé dans notre pays, le Cameroun. 20h, Théophile Vianney-Beya sera là pour le même exercice, le rendu de l'information, la vraie, sur Info TV. Quant à nous, retrouvons-nous sur les mêmes antennes, toujours avec le même plaisir et le même bonheur. Bonne continuation de soirée sur Info TV.